Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Si la situation raciale est, à l'évidence en chute libre en Occident, on ferait fausse route de croire que ce mal n'existe pas ailleurs. Pourtant, le racisme est de plus en plus présent dans les pays du Moyen-Orient ou du Maghreb. En Libye par exemple, où l'Organisation internationale pour les migrations a indiqué l'existence de marchés où les migrants noirs sont vendus comme des esclaves. Au Moyen-Orient, les migrants noirs sont exploités, pourchassés, détestés, tabassés et maltraités au vu et au su de la communauté internationale. Alors le racisme existe bel et bien encore de nos jours. Mais pourquoi les Africains sont-ils pourchassés et maltraités au Moyen-Orient? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Banda Kani, et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Et oui, on parle justement de racisme ce matin. Proche et Moyen-Orient traite et racisme anti-noir, un crime politiquement correct. C'est notre grande interrogation. En attendant justement notre quatrième invité qui n'est autre que le président Banda Kani. C'est devenu un truisme dans la culture arabe que le terme noir, lorsqu'il fait référence à des personnes à la peau plus foncée, que les Arabes méditerranéens au teint olive soient considérés comme une déclaration politiquement incorrecte que l'on remplace par la version plus politiquement correcte et aseptisée de Asmar en arabe et son équivalent turc Esmer. Eh bien, si l'on prend en compte les connotations culturelles et sociales de l'usage du terme noir pour décrire les personnes d'ascendance africaine dans le monde arabe, on sait qu'il ne s'agit pas ici d'un euphémisme historique. Alors où l'actualité du mouvement Black Lives Matter fait le tour du monde, les Arabes se trouvent à la fois perplexes et incapables de s'engager dans cette condamnation mondiale du racisme anti-noir. Récemment, sur Twitter, Arab Lives Matter faisait principalement référence aux terribles épreuves des Palestiniens, éclipsant à nouveau la difficile condition d'être noir et surtout d'être arabe. Que dire alors des Noirs africains qui vont y chercher de meilleures conditions de vie? Une petite erreur de ces derniers est impardonnable et peut-être passible de la peine de mort. Que dire du vol et de tout autre crime perpétré ou imaginé par les autorités? C'est la peine capitale. Comment les Afro-Palestiniens et par extension les Afro-Arabes en Israël, les Afro-Irakiens, les Afro-Libanais, les Afro-Turcs, les Afro-Jordaniens, les Afro-Koweïtiens, les Afro-Saoudiens, les Afro-Turcs chypriotes, les Afro-Iraniens et toutes les identités à trait d'union de l'Afrique du Nord, des Nubiens en Égypte, au Toubou, Touareg noirs et Tawarguiz en Libye, en passant par les Aratins en Mauritanie, réinventent et se réapproprient leurs identités. Il faut admettre que la chute de l'Empire ottoman du début du XXe siècle et la résurgence du nationalisme dans les pays arabes durant les années 50 et 1960 ont été un catalyseur de l'éclipse et de l'invisibilisation des minorités noires dans la région. La catégorie arabe noire sonne en effet comme une hérésie au regard de la notion politique unificatrice d'arabité qui vise à effacer les différences raciales et ethniques au nom d'une identité imaginaire homogénéisé qui contraste fortement avec toute tentative de résurgence des sociétés arabes cosmopolites de la période ottomane. Que dire justement de ces Noirs qui vivent de ce côté-là? Certains, il faut le dire, mesdames, messieurs, sont écartés, mis en minorité, et bien on les considère comme étant des intouchables. C'est le cas justement du côté de l'Inde. L'Inde qui possède d'ailleurs la grande majorité, il faut le dire comme ça, de population noire. Les membres des communautés noires de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, mesdames, messieurs, n'avaient pas à attendre la mort de George Floyd pour devenir plus visibles ou du moins pour être considérés comme citoyens à part entière dans leurs pays respectifs. Beaucoup d'entre eux continuent d'être traités comme des citoyens de seconde zone, si ce n'est comme des assujettis ou des personnes sous la servitude à l'instar des Aratins en Mauritanie. Les répercussions mondiales de la mort de George Floyd ont fait remonter à la surface la boue tapie sous les eaux stagnantes des tabous sociaux et historiques sur l'esclavage, la marginalisation et la discrimination des Noirs, qu'ils soient des anciens esclaves et sans oublier, mesdames, messieurs, des populations autochtones. Ce sont des problèmes tabous qui rendent quasiment impossible la quantification. Oui, je parle de quantification de la présence noire en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et ce pour diverses raisons, principalement politiques, mais aussi sociales et économiques. Cette minorité, mesdames, messieurs, phénotypiquement visible, doit être maintenue dans l'obscurité invisible, dans l'espace public, l'éducation, la politique et les sphères économiques et sociales de leur pays. Quand vous voyez d'ailleurs l'image, eh bien, la moindre erreur, on pourrait vous couper carrément la tête ou alors vous mettre
une balle dans la tête. Que dire de ces jeunes femmes africaines qui sont allées chercher bonne fortune dans le Proche ou le Moyen-Orient, parquées comme du bétail dans des chambres? Elles n'ont pas le droit de sortir ni d'avoir des visites. Et d'ailleurs, elles deviennent des objets sexuels. Mais avant de vous montrer une image, je vais dire bonjour à notre quatrième invité qui vient d'arriver, qui n'est tout autre que le président Bandakani. On le sait, très fatigué après des jours et des jours du congrès du NMP, le second du JAR d'ailleurs, et après, il faut le dire, des rapports, il y a encore de tonnes de rapports, c'est pas facile pour lui de se lever le matin. Et surtout, dormir tard également, c'est pas aussi facile pour lui. Président Bandakani, bonjour, bienvenue à vous. Merci mon cher Boss. Merci de me joindre à la communauté des hommes. Oui. Je salue Yam, vous avez présenté, je suppose. Oui, tout le monde a été présenté. Voilà. Je salue le dictateur démocratiquement élu. Élu, oui, le propriétaire de tous les dossiers. De tous les dossiers. Mon vieux ami. Oui. Mon frère est là. Je suis très content de me retrouver parmi vous. Ça peut justifier des sacrifices. Quand je sais que je vais me retrouver avec eux, ça vaut la peine d'être là. Merci beaucoup, président, d'être là ce matin. L'important, c'est d'être là. C'est d'être là. C'est justement ça l'important. Même si c'est à la 9e heure. Oui, c'est rare que je vienne en retard, mais je suis là. Vous êtes là ce matin. Voilà. Mesdames, messieurs, aux âmes sensibles de s'abstenir, parce que les images que nous allons vous montrer sont dures. Et d'ailleurs, dès lors où on fait une erreur du côté du Moyen-Orient, ou alors du Proche-Orient, eh bien, il faut le dire comme ça, c'est un gros problème. En tout cas, regardons ensemble. Eh bien, mesdames, messieurs, la moindre erreur là-bas peut être fatale et vous pourrez recevoir justement une balle dans la tête ou alors on pourrait vous couper tout simplement la tête. C'est justement ce qui nous amène à nous poser des questions. Je vais me tourner vers vous, Dr Yamben Timba. Être noir est-il devenu une condamnation? Nous avons quelquefois le sentiment que certaines choses sont nouvelles. Elles ne le sont pas. Je vais vous lire un texte qui date de moins 1274. C'est quelques phrases prononcées par le pharaon Ramsès II. Je t'appelle, ô mon père Amon, je suis au milieu d'ennemis innombrables que je ne connais pas. Tous les pays étrangers sont unis contre moi et je suis seul, absolument sans personne d'autre avec moi. Ça n'a pas changé. Vous voyez bien que c'était il y a très très longtemps. Oui. Il n'y a rien de nouveau. Il se trouve simplement que être noir est une chance extraordinaire et nous sommes les seuls à ne pas savoir que c'est une chance extraordinaire. Nous sommes les seuls à ne pas nous rendre compte de notre place particulière et très spéciale dans l'histoire de l'humanité et au sein de l'humanité. Nous sommes les seuls à ne pas nous rendre compte que 99% de la matière qui permet à la nature, à l'univers et au multivers, c'est-à-dire des univers d'univers qui existent, même si la science aujourd'hui commence à s'en rendre compte, cette matière-là s'appelle de la matière noire. Et elle représente 99,99% de tout ce qui existe dans l'univers. Et il se trouve que vous et moi, nous sommes assis là et voici cette mélanine. Oui. Cette matière noire. Forcément, le reste du monde se demande qu'est-ce qui peut expliquer que vous ayez cette chance et le reste du monde va vous en vouloir. Il va tout faire pour s'assurer que, de toutes les manières, cette chose exceptionnelle que vous ayez, soit que vous soyez un mauvais objet et que vous ne soyez plus là, soit que, d'une certaine manière, vous soyez sous contrôle. Oui. Sous contrôle. Nous parlons du fait d'être noir dans le monde et nous parlons du racisme. Au fond, le racisme commence par la jalousie et par un sentiment d'infériorité. Et ce sentiment de jalousie, vous voyez bien que c'est ça qui fait qu'à l'époque, l'Égypte antique est attaquée. C'est la plus grande puissance du monde, elle est attaquée. Et les gens se demanderont toujours, mais pourquoi les Noirs, eux, ils ne sont pas jaloux des autres? Parce que nous aurions pu, par exemple, nous dire l'Europe est plus développée aujourd'hui, on va l'attaquer, mais nous, on ne l'attaque pas. Il y a des sentiments que nous ne connaissons pas. Les autres nourrissent ces sentiments-là. Donc, soit, généralement, c'est parce que les gens sont envieux, sont jaloux, et ils ont attaqué les Noirs, et ils les détestent pour ça, alors que les Noirs ne leur ont rien fait. Soit, et cette jalousie est concomitante avec un sentiment d'infériorité. À la vérité,
vous remarquerez que tous les grands royaumes de l'Antiquité ont été créés par les Noirs, la Mésopotamie, Babylone, le royaume perse. Je ne vais pas parler de l'Égypte antique, c'est connu, de la Nubie, c'est connu, les royaumes indiens, tout cela. Et tous ces royaumes ont été détruits pour laisser place chaque fois à plusieurs millénaires d'obscurantisme. Vous allez voir quand on a détruit, quand il a fallu s'attaquer au royaume que les morts ont créé dans le nord de l'Afrique et jusqu'en Espagne, c'était pour les détruire, et ce sentiment d'infériorité a été traduit, et ce sentiment de jalousie a été traduit avec le temps. Mais il faut bien voir que si nous allons dans le monde arabo-musulman de façon particulière, on constatera que il y a une idéologie. Au fond, quand vous lisez le Coran lui-même, vous n'y voyez pas nécessairement avec autant de force ce qu'on appelle le racisme ou, disons, la détestation des Noirs. Mais lorsque vous lisez les hadiths, qui sont des paroles supposées avoir été prononcées par le prophète, qui, évidemment, on sait aujourd'hui que du fait de la manière dont cette religion islamique est organisée, elle a commis autant de crimes contre l'Afrique que l'Occident l'a fait. L'Occident l'a peut-être fait dans un laps de temps très court, l'esclavage occidental, mais l'esclavage arabe a duré près d'un millénaire et demi. Et aujourd'hui, on sait que si les Européens ont exterminé pratiquement l'Afrique avec près de 500 millions de personnes qui ont été tuées, parce qu'eux-mêmes reconnaissent 50 millions déportés, et ils disent qu'il y en avait au moins une dizaine qui mouraient pour chaque esclave déporté. Oui. Donc c'est 500 millions de personnes au minimum. Et vous allez voir que les Arabes, ils disent la même chose. C'est à peu près cela. Mais eux, c'était un esclavage lent. Mais avec cette conséquence que les Européens peut-être ne castraient pas les esclaves, mais eux, ils castraient systématiquement les esclaves. C'était un ratio c'est-à-dire que sur 20, il y en avait un seul qui n'était pas castré et qui pouvait donc procréer. C'est pour cette raison, en réalité, que malgré ce nombre effarant d'esclaves, vous avez très peu de descendants aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui explique la persistance? C'est comment est né ce racisme noir dans cette zone? Comment est-ce que le noir est perçu, imaginé, présenté, raconté dans l'imaginaire arabe? C'est un tabou. Oui. On ne parle pas du noir. Le noir, c'est un esclave. De toutes les façons, dans une ville comme Khartoum, qui devient un marché aux esclaves en 1821, noir veut dire esclave. Et quand on parle des noirs, on dit des esclaves. Lorsque vous allez dans des pays comme le Maroc, vous avez essentiellement dans les comptines, les berceuses, hein, c'est-à-dire que les enfants dès le bas âge, les berceuses que les mamans utilisent opposent donc les populations, les Arabes blancs, qui sont libres, parce que le terme utilisé pour dire homme blanc, chez eux, arabe blanc, c'est que c'est libre, et le terme utilisé pour dire noir, c'est esclave. Donc, vous avez des gens qui, dès le berceau, apprennent à savoir que quand vous êtes noir, vous êtes un esclave. Et quand ils grandissent, naturellement, vous imaginez toute la distorsion, toute la difficulté qu'il y a pour les noirs de ces pays-là à comprendre la notion de patriotisme, puisqu'ils ne sont pas considérés réellement comme des citoyens, on estime que c'est des esclaves, mais comment être esclave et être patriote? Comment s'intégrer là-dedans? Mais cela vient, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut lire chez des historiens comme Salah Trabelsi, c'est un historien tunisien, ou chez des jeunes gens comme Nader Kadim, qui est irako-canadien, et chez qui je vais emprunter quelque chose qui m'a particulièrement frappé, parce qu'il essaie de dire d'où vient la représentation que les Arabes ont, en fait, des Noirs. D'abord, il parle de la conception anthropologique selon laquelle la religion, selon laquelle la culture, dont vous mettrez la religion, la langue, les lois, les valeurs, comment tout cela définit ce que c'est qu'être un être humain. Oui. Et souvenez-vous, nous avons eu un échange ici il n'y a pas longtemps, je vous parlais de l'impérialisme linguistique par exemple, et nous avons eu un autre échange au préalable, dans lequel je vous disais, quand nous parlons de la religion, n'en parlons pas sous la forme cultuelle,
Et je vous disais que c'était une question d'histoire de la pensée à l'époque, parce que la religion n'est qu'une forme idéologique. C'est une activité sociale comme les autres. Et dès que vous la considérez comme une activité sociale comme les autres, vous la désacralisez et vous en faites un objet d'étude comme toute autre chose. Ça ne veut pas dire que vous jugez la foi des gens. Vous analysez simplement un phénomène, un fait social, et vous essayez de comprendre quels sont les ressorts de ce fait social. Et donc, il y a cette première chose. Et vous comprenez que lorsqu'on vous dit que c'est dans la religion, les langues, les lois, les valeurs, qu'on trouve la perception, comment elle se définit, comment un peuple définit ce que c'est qu'être un être humain, vous comprenez donc pourquoi ils vont dire, quand on dit blanc, libre, noir, esclave, vous comprenez que c'est tout cela qui est traduit dans l'imaginaire inconscient des gens. Et d'ailleurs, vous trouverez que, par exemple, lors de son indépendance, le Maroc se fonde sur 3 piliers. Les 3 piliers, la langue sera arabe, la religion sera l'islam et la monarchie alaouite. Voilà les fondements de la République du Maroc, du Royaume du Maroc, mais qui sont les mêmes fondements que dans tous les pays arabes. C'est-à-dire que la langue, c'est l'arabe, la religion, c'est l'islam, et puis ici, ça va être la monarchie alaouite, mais ça va être un autre type de monnaie, Al-Saoud, par exemple, en Arabie Saoudite. Vous voyez que tout cela exclut d'office les Noirs. Le deuxième élément qu'il met en avant, c'est la récupération du récit biblique autour de Cam, Noé et son petit-fils Cam, de son fils Cam et son petit-fils Canaan. La récupération qu'ils font de cette malédiction-là, et ils disent que comme il avait la peau foncée et qu'il a été condamné à la servitude, eh bien, ils ont récupéré, puisque n'oubliez pas, ce texte est censé être écrit avant le Coran, donc ils récupèrent et l'introduisent dans leur religion islamique et décident donc que, puisque pour eux, l'Ancien Testament est sacré, donc forcément, ils vont se fonder dessus. Et là, c'est un Irakien qui parle, qui est un expert en langue et en civilisation arabe. Le troisième élément qu'il va convoquer ici, c'est que, ne l'oubliez pas, les Arabes ont dû traduire tous les philosophes ou les écrits, l'essentiel des écrits antiques des Grecs, et à partir de là, constituer leurs propres humanités. Et il y a quelque chose dans la littérature grecque antique qui est assez curieuse, c'est un philosophe qui s'appelait Ptolémée, et qui avait une théorie assez particulière qui disait que selon l'emplacement, c'est-à-dire qu'en fait, les hommes allaient du cru au brûlé. Oui. Donc plus vous êtes proche du soleil, plus vous êtes brûlé. D'ailleurs, c'est pour ça que mélanos, qui est le terme utilisé par les Grecs pour désigner les Noirs, veut dire cuit, trop cuit. Et donc, il va dire, en fait, la question de l'emplacement géographique et donc va déterminer qui est plus cuit et qui ne l'est pas. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, les Noirs sont un raté. C'est un raté de la cuisson divine. Bon, enfin, les gens en arrivent quand même, ils croient à leur Dieu et ils remettent quand même en question ce que leur Dieu peut faire. Donc, ils estiment que le noir est un raté. C'est une cuisson, c'est une préparation, un produit raté. Et eux, ils ont été à la bonne température et c'est pour ça qu'ils sont quelque chose de réussi. Voilà comment les gens perçoivent, imaginent, présentent et voilà la représentation sociale qu'ils ont du noir et la représentation théorique et intellectuelle qu'ils ont du noir. Ce background va donc faire que, de façon claire, les noirs ne pourront donc pas être considérés autrement. Vous avez par exemple l'historien Ibn Taldir au XIIIe siècle qui va dire que les premiers conquérants arabes considéraient que les berbères, que c'était des animaux quand ils arrivent au XIIIe siècle, que c'était des animaux en liberté, ici, hein, c'est comme ça qu'ils les appelaient, des animaux en liberté. Oui. Alors lorsque vous repensez donc que Afrique vient de Ifriqiya, qui est un terme berbère, vous comprenez par extension que pour eux, tout ce qui est berbère, et donc tout ce que les berbères vont raconter, tout ce qu'ils vont désigner, va être considéré comme des animaux en liberté. Je ne sais pas si vous voyez les liens qui peuvent être faits dans la représentation sociale que les gens peuvent avoir des autres. Et lorsque vous mettez ça en place, vous commencez à comprendre la raison pour laquelle, en fait, il ne peut y avoir qu'un racisme systémique dans le monde arabo-musulman. Ça part de leur religion, ça part de leurs lois, ça part de leur culture, ça part de leurs valeurs, et ça part de quelque chose d'historique qui est un tabou, de l'un des plus grands crimes contre l'humanité qui ait jamais été commis, l'esclavage arabe. Mais c'est un tabou, on n'en parle pas. Même si la Tunisie a commencé à criminaliser le racisme en 2018, l'Algérie en 2020, mais dans tous les autres pays, ça n'existe pas. Bien entendu, quand vous avez tout cela, vous comprenez fort bien. D'ailleurs, dans la plupart des pays arabes, les Arabes dits blancs, c'est quand ils arrivent en Europe qu'ils se rendent compte qu'eux-mêmes sont des hommes de couleur.
et que, bizarrement, le racisme, eux qui estiment qu'ils sont la race supérieure chez eux, oui, ne sont pas considérés comme tels. Donc, finalement, Ptolémée leur a joué un sale coup. Eux, ils ne sont pas le fameux cru, ils sont plutôt beaucoup trop cuits aussi. Donc, mais vous allez voir que c'est pour cette raison que ces gens-là ont un mal fou à définir clairement la notion de patriote chez eux, dans leur propre pays. Mais compte tenu de tout cela, vous comprenez donc que quand il y a des migrants subsahariens qui s'en vont, des femmes qui s'en vont travailler comme domestiques au Koweït, au Liban, un peu partout. J'ai la chance de connaître quelques-unes qui sont rentrées, qui me disent que mais c'est pas de l'enfer, c'est quelque chose d'inimaginable, c'est pas humain. Bon, si l'enfer c'est la pire chose qui existe, alors c'est ça. C'est ça, être noir dans ce monde-là. Donc, il y aura en réalité que, pour eux, c'est rien du tout. Les gens qui arrivent là, continuent à arriver comme au XIIIe siècle, au XIIe siècle, comme des esclaves, c'est tout. Ils considèrent d'ailleurs les recrutements de personnel noir, que ce soit du Pakistan, que ce soit de l'Inde, que ce soit d'Afrique particulièrement, ils les considèrent comme les razzias qu'ils faisaient il y a quelques siècles. C'est tout. Et nous sommes là à magnifier des choses, des gens qui, curieusement, détruisent systématiquement toutes les parcelles de dignité que nous pourrions avoir dans l'histoire. Et vous allez constater que les intellectuels arabes peuvent se lever contre tout, mais jamais contre le racisme anti-noir dans leur pays. Ils sont prompts à appeler les Noirs pour que les Noirs les soutiennent, les Africains les soutiennent dans leur lutte quand ils sont victimes de racisme en Amérique ou en Europe. Mais quand ils sont eux-mêmes, alors qu'eux-mêmes sont essentiellement des racistes, à ce moment, ils n'en parlent pas. Et là où je chute par là, la critique que j'adresse souvent à un certain nombre d'intellectuels africains, quand ils parlent justement de ces parties du monde, ils ont tendance, pour ceux qui sont marxistes, à ne lire ces sociétés que sous le prisme de l'oppression et de l'opprimé, c'est-à-dire le rapport entre l'opprimé et l'oppresseur. Ou alors, ils le lisent sous le prisme simplement de la coalition contre les Blancs, contre l'Occident. Non, il y a là des éléments essentiels qui sont tels que, lorsque vous parlez aujourd'hui de panafricanisme, vous allez vous retrouver dans quelque chose de terrible qui fait que le panafricanisme devra bien sérieusement creuser et trouver le territoire exact dans lequel il doit s'exprimer et comment il s'exprime. Lorsque le Sénégal et la Mauritanie se retrouvèrent en guerre, je crois en 80 ou en 82, le Sénégal, tout naïf, le président à l'époque Senghor, il convoque l'OCI et puis il dit ouais, on va voir l'organisation de la conférence islamique, ils vont arranger ça. Et puis quand ils arrivent là-bas, déjà au niveau de l'Union du Maghreb arabe, on lui dit ouais, mais vous savez, les morts là, en tout cas ceux qui dirigent la Mauritanie, vous savez, ils sont arabes, donc vraiment, mais vous êtes quoi? Et ça a été la position de l'organisation de la conférence islamique. Ne vous y trompez pas. Ramsès le disait en moins 1274. Nous sommes entourés d'ennemis. Nous sommes seuls. Et si nous ne nous coalisons pas, nous, les Noirs, pour pouvoir nous positionner, nous défendre et redonner à notre peuple sa dignité, les images comme celles que vous venez de projeter, nous les reverrons de plus en plus et chaque jour davantage. Lorsque vous avez des gens qui vous importent des forces, des combattants talibans en Afrique, qu'ils soient talibans ou pas, mais que ce sont des gens, l'Afghanistan en guerre depuis des décennies, donc tout le monde là-bas fait la guerre, si vous importez ce genre de choses, ce n'est pas par hasard. Ils ont essayé d'importer des Juifs en Ouganda en 1917. Ne l'oubliez pas. Et ça n'a pas marché. Donc là, maintenant, ils ont réussi à vous importer des Afghans. Vous allez boire la tasse à la lisse si on ne se lève pas. Et je pense que les Africains, aujourd'hui, doivent savoir qu'ils sont seuls dans le monde. Mais nous ne sommes pas si seuls parce que nous sommes partout. En Océanie, en Asie, en Afrique, en Amérique. Nous sommes là depuis longtemps. À nous de nous prendre la main et de créer la solidarité internationale qui a fait que nous puissions être une force qui compte, qui est redoutée, que personne n'ose attaquer. Et comme cela, nous produirons encore pour l'humanité tout ce que nous avons pu lui produire pour lui permettre une meilleure vie. Président Badakani, vous avez suivi avec moi le docteur Yamin Timba qui nous dit que justement le noir fait peur. Pourquoi le noir? Pourquoi être noir fait-il peur? Être noir fait peur à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je parle bien sûr du reste du monde qui n'est pas noir. Ben, je suis d'abord frappé par le fait que
les recherches que je faisais sur la question, le public m'avait envoyé le thème, m'ont amené à interroger Nader Khatine, qui l'a cité. Oui, oui. Ce n'est pas le seul. Et vous voyez, c'est écrit là. Oui. Donc, c'est pour lui dire que c'est une forme de coïncidence qui est intéressante. Non, pour dire quoi, je ne reprendrai pas ce qu'il a dit. Mais ce qui est intéressant dans la pensée de cet intellectuel, c'est que moi, il introduit quelque chose qui me paraît nouveau dans l'analyse. Il va plus loin. Il dit que le problème anthropologique, c'est qu'il estime que c'est la culture même qui a un problème. Pourquoi? Parce que la culture a tendance à se définir par opposition à une autre culture. Oh, oui. Il dit que ça a tendance à se dire je suis parce que lui n'est pas moi. Et s'il n'est pas moi, tout est permis. À partir du moment où il n'est pas moi. Oui. Ouais, c'est-à-dire, il y a cette notion. Et moi, ça m'intéresse parce qu'il va loin un peu. Il va loin parce que lui-même, dans son pays, il a des problèmes. Il faut qu'il. Dans son pays, il a des problèmes parce qu'il critique sérieusement, n'est-ce pas, les fondations racistes de la culture arabe, en général, et particulièrement la culture irakienne. Et il a convoqué le problème que ça pose en matière de mobilisation patriotique, n'est-ce pas, du pays, parce que les Noirs, systématiquement, se sentent non concernés par le problème du pays, parce que le pays ne les reconnaît pas en tant qu'être humain. Hein? Et il va plus loin. Dans son pays, lui-même, il est pourchassé, il est menacé d'être banni. Dès qu'il remet en cause, dès qu'il critique la culture de son pays, on estime que, surtout par rapport à la question des Noirs, il risque le bannissement. Oui. Ouais. Il est profond, c'est intéressant. Est-ce qu'un être humain est fondamentalement défini par sa culture? C'est intéressant, ça. Oui. Non, je lance ça, pour que les gens réfléchissent. C'était intéressant. Donc, il a convoqué, il a dit, il y a la religion, il y a l'anthropologie, il a trois. Le troisième, c'est la théorie de l'écosystème de Ptolémée. Bon, ça fait rire. Mais c'est des choses qui sont profondément enfouies dans la conscience des gens. Je prolongerai la réflexion du docteur Yam. Il y a un problème. Premier constat, c'est que le racisme anti-noir est un phénomène universel. C'est un phénomène universel. Oui. C'est-à-dire que dans le monde entier, il y a une détestation profonde et enracinée de l'homme noir chez tous les peuples de la Terre. Ça pose un problème. Soit c'est le noir qui a un problème, soit ce sont les autres qui ont un problème. Et d'où vient ce problème? Parce qu'il faudra bien qu'on réponde à ça. Il y a des travaux qui démontrent aujourd'hui que... Je voudrais ajouter à la suite que des thèses, même, il y a des travaux scientifiques aujourd'hui qui démontrent que la reine du noir est antérieure à l'islam, hein, dans le milieu arabe. Il faut le dire. Pour montrer pour comment c'est plus profond. C'est plus profond. C'est-à-dire qu'avant même l'avènement de l'islam, ces gens-là, il y avait déjà un racisme à l'égard du noir qui était profond. Des travaux scientifiques qui sont sérieux sont en train d'avancer sur un terrain de savoir, c'est que le peuple autochtone du monde entier, c'est le noir. Si on parle de cette base-là, il me semble que cette base-là va être la plus opérationnelle en termes d'analyse pour comprendre pourquoi il y a une détestation universelle de l'homme noir. À partir du moment où vous êtes considéré comme étant le peuple le plus autochtone du monde, le plus ancien, c'est-à-dire l'occupant premier de toute la terre, vous avez un problème qui arrive à tout. Pour comprendre ça, regardez les phénomènes qui frappent les peuples autochtones de ce temps-ci. C'est-à-dire ce qu'on appelle autochtone par rapport à un espace, à un territoire. Vous voyez que, parce qu'ils sont autochtones, ils ont tous les tares par rapport à ceux qui veulent occuper leur espace. C'est-à-dire la question de la terre. Oui. Malcolm X disait que c'est la question fondamentale de l'histoire. La terre, ça appartient à qui? Alors, si je trouve un occupant, et que par hasard, je n'ai plus d'espace chez moi, ou bien je ne peux pas rester chez moi, la terre devient vitale. Et si elle est vitale, la sociologie apprend que les bagarres pour la terre sont darwiniens. C'est-à-dire que ça mobilise des ressorts qui n'ont plus rien à voir avec l'intelligence et la pensée. C'est la sauvagerie, c'est la bestialité qui est en mouvement à ce moment-là. Et du coup, celui qui est en situation d'autochtonie, c'est-à-dire celui qui est en situation de posséder un espace qui est convoité par quelqu'un qui estime qu'il ne peut pas vivre s'il n'a pas l'espace là, vous voyez, c'est-à-dire du coup, ça déclenche un phénomène qui est, il faut rapidement justifier que celui-là n'est pas un être humain.
Je ne sais pas si vous comprenez où je suis en train de partir. Oui, Il faut rapidement justifier que ce n'est pas un être humain. À partir du moment où il n'est pas un être humain, on peut tout lui faire et prendre sa terre, puisqu'on considère qu'il n'y a rien là-bas. Donc il faut l'effacer historiquement. Il faut l'effacer historiquement. Et il faut voir l'Afrique du Sud. Quand les buzz, vous savez, moi j'ai de la peine à réfléchir à prononcer ça. C'est une bande de voyous. Ils croient que c'est fini, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est qu'un début. Mandela les endormis. C'est pas fini. Cette affaire-là, c'est la rigueur en Afrique. Nous considérons que l'Afrique du Sud n'est pas un pays africain. Absolument. Bien sûr. C'est quand la pose à fond là, ça nous fait rire. Nous considérons que l'Afrique du Sud est un territoire sur occupation qu'il faudra libérer. Absolument. C'est un temps, là pour l'instant, on gère. 100% d'accord. On gère. On n'oublie pas. Vous pouvez réfléchir. Si on prend le prisme de l'Afrique du Sud, mais de quoi est-ce qu'on comprend cette affaire? Qu'est-ce que les Belges ont dit quand ils sont arrivés? Ils ont trouvé que c'était leur paradis. C'était leur terre promise. C'était occupé par quelqu'un, c'était la terre promise. C'est-à-dire Dieu a dit que c'est leur terre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait théoriser que ceux qui habitent là-bas, les occupants premiers, ne sont pas des humains. On pose ce principe parce qu'il est vital. Oui. Il est vital pour les individus qui décident de sortir de leur territoire, on ne sait pas pour mille raisons, d'aller dans un exode auto-organisé ou auto-justifié, et qui décident que la terre promise, c'est là-bas. C'est un choix qu'ils font eux, sans demander l'avis de ceux qui habitent l'endroit qu'on appelle leur terre promise, qu'ils ont qualifié comme étant leur terre promise. Quand ils arrivent, c'est le génocide. C'est la programmation de l'élimination totale de ceux qui habitent là-bas. Ça, c'est le principe premier. Donc, les Noirs sont considérés comme tant, ils ne sont pas considérés, c'est un fait que la science oblige le corroborer aujourd'hui. D'abord, ça ne doit pas être un débat, mais vous savez que la science occidentale est une science raciste. Elle est fondamentalement raciste. C'est pour ça qu'il y a des théories aujourd'hui à prendre au sérieux qui disent que la science est... On ne peut pas enlever le principe de la contextualité si on veut faire un travail scientifique sérieux. Or, il y a des gens qui veulent standardiser la science. Alors que dans les fondations, avouées ou pas, ce sont des racistes. Dans le titre, je reviendrai là-dessus. Donc, je parle de cette thèse-là pour expliquer, pour comprendre quelque chose, que si les Noirs donc sont les plus autochtones du monde, ça veut dire que on comprend pourquoi il faut les effacer. D'abord, ils sont les témoins de toute l'histoire de l'humanité. Ils connaissent qui est qui. Ils peuvent dire des secrets sur tous les peuples. Ils connaissent qui écrit. Il faut effacer cette mémoire. Ils sont la mauvaise conscience de beaucoup de peuples. N'est-ce pas? Je ne reviens pas sur les questions liées à la mélanine dans la peau, tout ce qu'il a dit. Je ne viens pas dessus. Il y a des scientifiques aujourd'hui en Allemagne. Il y a des écoles scientifiques en Allemagne qui réfléchissent depuis au moins 40 ans sur la spécificité de la mélanine. Et qui sont en train de produire des tests pour démontrer qu'à partir de la mélanine, l'homme noir est spécial. Ce sont des Allemands. C'est même une école qui est réprimée là-bas. Parce qu'elle démontre la supériorité, n'est-ce pas, du noir sur les autres, parlez-moi comme ça, excusez-moi, sur les autres races, à cause de la mélanine. Et à la suite donc du philosophe, là, comment on l'appelait, Schopenhauer, c'est l'ami qu'on connaît, Schopenhauer, qui disait que Dieu était noir. Il disait ça. Dieu était noir, et si Dieu est noir, les Noirs sont les seuls enfants de Dieu. Ils sont le peuple. Il le disait. Oui, Schopenhauer, on sait. C'était un grand philosophe à l'époque. Il le disait, quand il le dit à l'époque, il est contemporain des débats scientifiques de l'époque qui posent ce sujet, et il dit ça. Donc, la phrase est comme ça, mais c'était une phrase qui avait un sens à l'époque du point de vue scientifique. Il le dit, il le démontre à l'époque. Donc, à sa suite, il y a des savants allemands qui travaillent dessus et qui produisent des thèses par rapport à ce qu'on appelle l'importance de la mélanine. Et par là, ils disent que le dépositaire, le grenier, le dépositaire de la santé génétique de l'humanité, c'est le noir. Parce qu'il a la mélanine. Vous voyez un peu. Est-ce que c'est pour ça qu'on le déteste? Bon, c'est très bête de la part. Parce que si vous détestez l'homme noir, vous allez tout disparaître. Tous vous allez disparaître. Vous avez intérêt à protéger l'homme noir, de ce point de vue-là. Donc, pour aller plus loin, deuxième observation que je fais, c'est quoi? C'est que la science, en tout temps et en tout lieu, a accompagné ce mouvement. C'est ce qu'on appelle la science, a été toujours alliée du racisme anti-noir pour justifier l'extermination du noir. Et justifier tout ce qui pouvait servir
à lui enlever son statut d'être humain. Je crois que c'est important. Katim le dit, Adim le dit, qui convoque. Il dit déjà que dans l'époque, il fait des travaux, il étudie, il dit que déjà à l'époque, toutes les catégories scientifiques, la littérature, la science du voyage, les mathématiques, tout ce qui servait à l'époque comme outil scientifique à l'époque, avait pour fondement de justifier l'infériorité du noir. Vous laissez le monde arabe, vous allez en Occident, c'est la même chose. Les Lévi-Brûle, le Gobineau, tous ces gens-là à l'époque, avant la montée de l'esclavage, juste le colonialisme, et d'abord toute la science européenne est colonisée par le virus raciste. Chacun vient de construire ça plus tard, mais toute la science a dit que personne ne conteste que le noir n'est pas un être humain. Tout le monde est d'accord, jusqu'aux plus grands philosophes occidentaux, que le noir n'est pas un être humain. Sur la base de la science, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Que des scientifiques, tous, tombent d'accord sur le même sujet. Le noir n'est pas un être humain. Ils le font sur la base, entre guillemets, d'un discours scientifique, alors que la science ne peut pas démontrer, ne peut pas dire un truc comme ça. Il y a là un paradoxe sur lequel il faut réfléchir profondément. Donc, tous les espaces, tous les aires culturels, partout. Vous allez en Asie, c'est pareil. Attendez, en Chine, tout ça. Ça parce que pour l'instant, on masque, hein. En Chine, partout, c'est pareil. Les premiers habitants de la Chine sont des Noirs. Pareil. Ils sont encore en vie. Donc, aujourd'hui, il y a un unanimisme universel sur le fait que l'homme noir n'est pas un être humain. Les gens essaient un peu de masquer à cause des problèmes qu'ils ont avec leurs propres prétentions universalistes. Ça les embête, ils masquent. Mais c'est un tréfonds profondément culturel. Ça ressort à tout moment. Et qu'à chaque fois qu'ils sont devant les situations de racisme, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont, je dis, jusqu'aujourd'hui. Et ce phénomène de la science qui corrobore le racisme, comment il se manifeste aujourd'hui? Il faut arriver là. Parce qu'aujourd'hui, regardez, quand on nous parle de la 4e révolution industrielle, l'intelligence artificielle, ben, vous ne voyez pas a priori un racisme anti-noir là-dedans. C'est la technologie, non? Oui. Mais est-ce que vous savez que c'est tout ça est programmé justement contre les Noirs? Contre les Noirs. Est-ce que vous le savez? Oui. Bon, il faudrait que les autres le sachent. Non, mais on va vous demander, mais c'est dit où? On n'a pas dit, mais c'est là. Parce que la division internationale du travail dans le monde, qui est une division impérialiste, et là on est gentils, restons gentils, qui est une division de travail impérialiste, postule quoi? Que ceux qui seront écartés de cette 4e révolution industrielle, ce sont les qui? Les Noirs. Bon, la philosophie qui est derrière la 4e révolution industrielle, c'est que quoi? Ceux qui ne seront pas artificiellement intelligents, on fait quoi d'eux? On les écarte. Vous êtes gentil, vous n'êtes pas sérieux, monsieur Ngoz. On les extermine. C'est écarté aussi. Non, vous êtes gentil. Ils vont devenir des rebuts, parce que c'est ce que dit le protocole de Toronto. Vous êtes gentil. On n'est pas au niveau des rebuts. Il y a un trop plein d'humains sur la Terre. Vous êtes arrêté. Il y a un trop plein d'humains sur la Terre. La réflexion est de savoir quand est-ce qu'on va les éliminer. On va enlever ce trop plein pour rester avec le nombre la quantité qui est nécessaire. Avant de tomber même sur la théorie que Yam développe depuis un temps, à savoir l'esclavagisation technologique de l'humanité. C'est-à-dire qu'au service d'une classe, on nous robotise, on nous programme comme un logiciel. Les classes supérieures gèrent ça comme elles veulent. Quand tu n'es plus utile, on te fasse, tu ne te rends même pas compte. Alors, regardez le lien. Regardez le lien depuis la nuit des temps. Dès que le racisme anti-noir naît, regardez le concubinage. Je voudrais dire le lien conjugal qui est entre le racisme là et la science. Est-ce que ça a cessé aujourd'hui? Ça n'a pas cessé aujourd'hui. Regardez les comportements des dirigeants européens. Regardez leur discours. Regardez leur discours. Écoutez, un minable comme Sarkozy, quand il parle de l'Afrique, écoutez, un vaurien, il est même affreux physiquement. Mais ça n'empêche pas de parler de l'Afrique avec une certaine condescendance. Regardez M. Macron. Citez-moi un dirigeant européen. Citez-moi un seul dirigeant européen. Je dis bien, toute la classe politique confondue. Citez-moi un seul. Même les prétendus progressistes européens. Même ceux qui prétendent, les Mélenchon là, qui font semblant. Allez voir, quand vous analysez leur tactique, leur démarche politique, dans le fond, on ne le dit pas, mais ils sont d'accord sur le point. Ils sont d'accord sur le fait qu'il y a un problème. C'est-à-dire que non, l'homme noir, bon, peut-être il est un être humain, mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc, pour revenir sur le cas arabe, mais il a expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Je crois que fondamentalement,
dans le fond, il y a un problème de la bête, du point de vue philosophique. C'est-à-dire le mal. C'est-à-dire, il paraît qu'en chacun de nous, il y a un mal qui sommeille et qu'on ne peut le dompter qu'en détruisant l'autre. On fait ça, on croit qu'on peut le dompter en détruisant l'autre. Et qu'on ne peut exister qu'en créant, en fabriquant un ennemi sur qui on peut déverser notre incapacité à assumer notre humanité. À l'assumer tranquillement dans la compréhension que la vie doit être un partage avec l'autre. Il y a de manière fondamentale à ce niveau. Ça se manifeste chez les Arabes, là. Je peux l'appeler l'Arabe de manière particulière. Les images que vous avez montrées ne sont rien. Moi, j'ai d'autres images qui sont pires. Je n'ai pas voulu les montrer, président Badakani. Qui sont pires. Oui. Qui sont pires. Et quand vous écoutez ce qu'ils disent, même parmi, il y a un, dans l'image là, quand vous analysez, il y a un qui dit que non, arrêtez, il ne faut pas leur ressembler. C'est-à-dire, il est même convaincu. Et il est tellement convaincu que non, vraiment, eux, ils sont sauvages. Ils sont tellement... Ils sont supérieurs, qu'ils ne doivent pas descendre d'un certain niveau. Alors que la vérité est que le procès contre les Arabes n'a pas commencé encore en Afrique. Personne n'a commencé ça. Pas encore. Pas commencé. Il faudrait qu'on nous explique ce qui s'est passé pour que ces gens sur la traite arabo-musulmane. Ce n'est pas un tabou. C'est parce que pour l'instant, l'Occident, n'est-ce pas, l'histoire a voulu que l'Occident soit en première ligne. Mais il y a un problème, il y a un contentieux sérieux avec le monde arabe. Et il croit que, il semble l'oublier. C'est-à-dire, il pense qu'il suffit qu'un Noir, un Africain là-bas, fasse des délits. Il y en a, il ne faut pas le nier, fasse des délits. Et que ce délit justifie ce qu'on est en train de voir là. C'est-à-dire qu'un traitement hyper raciste sur les Noirs et qui nourrit un sentiment qui est partagé dans toute la population de ces milieux-là, à savoir que ce sont des êtres inférieurs. Sont des vauriens. Ils oublient qu'ils ont une dette de plus de 12 siècles d'esclavage, les Noirs. Ils oublient. 12. Voilà. 12 siècles C'est même plus. C'est même plus. Je parle... C'est pas encore fini. Oui, c'est pas dit. Je parle, quand je dis 8, il peut comprendre. Je parle à partir d'une certaine datation. Oui. Mais c'est plus que ça. Si on remonte plus loin, quand on a commencé les razzias et tout, c'est plus loin que ça. 652. Voilà. C'est vraiment plus loin. Donc, ils croient que c'est fini, qu'on a oublié ça. Il faudra bien qu'ils répondent de ça. Donc, c'est un problème sérieux. Maintenant, je termine même par nous-mêmes. Il y a un problème. Ce problème-là est profond parce que nous-mêmes aujourd'hui, les Africains, les Noirs, tout à l'heure, Yam a convoqué l'unité. C'est clair. Mais il faut réfléchir là-dessus sérieusement. C'est-à-dire que quand, dans l'autre espace, nous-mêmes ici, si on prend le cas du Cameroun, on peut expliquer les raisons. On peut expliquer. Mais est-ce qu'on va continuer à justifier ça, par ces raisons-là? Non, du tout. Nous, par exemple, est-ce que nous acceptons, par exemple, que le Bamileke, c'est un frère? Vice-versa. Regardez l'espace Douala, prenons la Douala. On peut expliquer tout. Mais comment nous-mêmes, on n'arrive pas à admettre que l'autre noir est mon frère? C'est-à-dire, à partir du moment où il n'est pas de ma tribu, à partir du moment où il ne partage pas une certaine culture avec moi, est-ce qu'il est mon frère? Est-ce que nous-mêmes, on a réussi à régler ça? Alors qu'il y a des impératifs de suivi qui nous interpellent tous les jours, matin, midi, soir, mais on a quand même l'audace et le génie de pouvoir construire des barrières ethniques entre nous. Il ne faut pas évacuer ça, c'est un fait. Pas du tout. Le fait, il est là. Oui. Il est là. Et moi, je peux vous le dire, excusez-moi, quand vous lisez, regardez la question, toute cette semaine-ci, ces jours-ci, ça a été agité par l'affaire Cyril Ngor du port. Mais dans le fond, il y a quoi? Disons-nous la vérité, il y a quoi dans le fond? Il y a un problème tribal. Mais, écoutez, il y a des élites politiques qui ont construit toute leur carrière sur ça. C'est-à-dire qu'on peut estimer que certaines catégories ethniques, je le dis avec beaucoup de souffrance, j'aime pas ce mot, une partie de notre population, il lui a interdit, entre guillemets, de piller la ville de Douala. Mais Bolloré peut le faire. Et quand Bolloré le fait, on peut s'unir derrière lui. Tous les tribus peuvent aller se mettre avec. C'est Bolloré, c'est le plan. Il est le bienvenu dans l'espace-ci. Mais d'autres ne sont pas les bienvenus. Je dis bien, je suis en train de réfléchir. Hein. On n'est pas naïf. Il y a des problèmes qui sont réels qu'il faut régler. Mais vous ne pouvez pas dénoncer le racisme quand vous êtes incapable de comprendre que nous devons réfléchir en tant qu'Africains, en tant qu'Camerounais, en tant qu'Africains, et que les barrières ethniques n'ont pas de sens. Que le fait tribal soit un fait historique à prendre en compte, mais il est fait pour être dépassé, parce qu'on est des frères. Si on ne peut pas réfléchir à ça,
Mais si on n'a pas la mesure de prendre ça en charge, mon cher Ngoz, il sera difficile de réaliser cette unité à laquelle Yam tient tant. Oui. Mais on ne peut pas exclure, des dynamiques avancent, on travaille, les choses Et avancent, pendant ce temps, nous continuerons à travailler. Oui, les choses bougent, il y a de l'espoir. Pendant ce temps, je vais me tourner vers vous, messieurs, le temps passe très vite. Paul, et là, je vais rester sur le fait que, entre nous-mêmes, les Noirs, nous ne nous comprenons pas encore et nous nous mettons des barrières. Pourtant, nous devons tout mettre en œuvre pour ne pas subir cette programmation de l'élimination de la race noire. I'm black, I'm proud. I'm black, I'm lucky. Thank God I'm black. Être noir, c'est une chance. Être noir, c'est une bénédiction. Être noir, c'est la plus grande des opportunités. Être noir, c'est être en phase avec l'univers. Et les premiers à ne pas le savoir, malheureusement, c'est nous-mêmes les Noirs. À ne pas connaître notre valeur, à ne pas savoir qui nous sommes. Mais parce que les autres savent mieux que nous qui nous sommes, alors ils sont envahis, habités par la peur, le mensonge et l'ignorance. Voilà les trois éléments qui sous-tendent le racisme. Le racisme s'explique déjà par le fait que il y a à l'origine une catégorie de la population mondiale qui sait ce que vaut l'autre et qui est obsédée par le désir de copier, de ressembler à l'autre, au point de le dépouiller et de lui mentir à cet autre-là qu'il est démuni ou alors qu'il est dépouillé ou alors qu'il n'est pas suffisamment digne pour être appelé humain. Et c'est ça le cœur, le mensonge. Le mensonge, en réalité, qui participe de l'essence même du racisme et de la question raciale, est pensé, conçu et fomenté par les initiateurs du racisme. Parce qu'il faut bien dire que le racisme prend sa source historiquement, géographiquement, dans un contexte bien précis. Et ceux qui ont donc pensé le racisme, c'est eux les menteurs. Un mensonge qu'ils entretiennent jusqu'à ce jour. Parce qu'il faut faire croire à l'autre qu'il est inférieur pour que l'autre intègre le fallacieux prétexte que celui qui serait donc supérieur peut lui faire subir toutes sortes d'affres et toutes sortes d'injustices. Voilà en fait l'essence même du mensonge. Et ensuite, vous avez l'ignorance. L'ignorance des racistes, c'est celle qui consiste, celle qui concerne principalement les populations. Parce que le mensonge connu qui est orienté vers les Africains pour leur faire croire qu'ils sont inférieurs, en réalité, c'est l'arme de ceux qui ont conçu le racisme. Parce qu'ils savent, eux, c'est ceux qui tiennent les ficelles, ils savent, eux, ce que valent les peuples noirs. Et il faut donc créer un imaginaire fallacieux pour leur population et pour les cibles du racisme que sont les Noirs. Mais vous avez d'un autre côté l'ignorance. Là, je suis en train de parler des ferments du racisme. Pour ceux qui tiennent les ficelles de ce racisme et qui le conçoivent et qui le pensent, donc les tenants des systèmes impérialistes et capitalistes, ceux-là, le ferment de leur racisme, ce que j'appelle les racistes sachants, le ferment de leur racisme, c'est le mensonge. Pendant que les racistes ignorants, c'est la majorité de leur population à qui ils ont voulu et ils continuent de faire croire que les populations africaines méritent ce qu'elles subissent de leur part parce qu'elles seraient inférieures. C'est pour légitimer en fait le racisme que les menteurs initiateurs de la notion de racisme imposent ce mensonge à un peuple ignorant qui est le leur pour qu'il légitime en fait ces actes abjects. Et c'est pour ça que vous avez les populations occidentales, arabes et tout ce que vous voulez, quand vous leur demandez pourquoi ils sont racistes ou s'ils essayent de faire un tant soit peu, s'ils ont la hauteur intellectuelle pour y arriver, s'ils essayent de faire une introspection pour comprendre les fondements de leur racisme, ils ne sauront jamais vous dire pourquoi ils sont racistes. Parce qu'en fait, eux, ce sont des suiveurs. Ils sont victimes eux-mêmes de ce mensonge-là. Et ensuite, vous avez la peur. La peur,
c'est le sentiment qui habite principalement ceux qui ont intérêt à maintenir les Africains dans l'illusion qu'ils seraient inférieurs aux peuples occidentaux et arabes. La peur, en réalité, c'est la peur du retour de bâton. Parce que quand vous savez que vous avez maltraité, mutilé, assassiné, spolié, et que vous continuez, et que vous savez que ceux que vous maltraitez vous sont supérieurs et sont vos précurseurs à tout point de vue, alors il vous reste un minimum, un strict minimum de bon sens pour vous souvenir que ceux à qui vous avez fait subir et à qui vous continuez de faire subir tous ces affres-là vont forcément s'en souvenir. Et comme ils savent, vous savez qu'ils sont plus intelligents et plus aguerris que vous, vous savez qu'à un moment ou à un autre, de façon incontournable, il y aura un retour de bâton. Ça, c'est l'un des ferments essentiels du racisme. C'est la peur. Mais pas la peur du noir dans le sens où on dit que non, le noir n'est pas beau, le noir est pauvre, le noir est tout ce que vous voulez. Non, c'est la peur qui est nourrie par le fait qu'ils savent qu'ils ont affaire à plus fort, à plus intelligent, à plus aguerri, à plus présent de façon historique, de façon géographique, de façon autochtone. Et donc, ils sont conscients que, tôt ou tard, de façon inéluctable et de façon irréversible, ce peuple-là, qu'ils disent inférieur et qu'ils savent être en réalité supérieur, vont avoir recours au bâton et ça ne saurait tarder et ils savent que leurs jours sont comptés. Voilà les ferments du racisme. Alors, quand je dis ça, je rappelle quand même que quand on parle aujourd'hui de science, quand on parle de connaissance, quand on parle de savoir, faites une lecture de ce qu'on considère comme les grands scientifiques ou les grands penseurs occidentaux. Et vous vous rendrez compte qu'il y a deux époques où émergent ces grands penseurs et ces grands scientifiques occidentaux et ces grands philosophes. Oui. Vous avez deux époques. Vous avez l'époque antique, donc post-empire égyptien, de l'Égypte antique, avec les Platon, les Hérodote, avec les Pythagore, les Aristote, et tout ce que vous voulez. Le fameux miracle grec. Mais vous vous rendez bien compte que tous ces Grecs savants à la source, tel que nous disent les livres d'histoire occidentaux, à la source de la civilisation gréco-romaine et donc de tous les savoirs, ils ont tous puisé leurs connaissances en Égypte antique noire. Regardez cette période-là. Après, vous avez un passage à vide depuis la fin de l'Égypte antique jusqu'au début du Moyen-Âge. Vous avez un passage à vide. Citez-moi 3, 4, 5 savants dans la période du Moyen-Âge occidentaux. Et après, ils recommencent à naître quand? À partir du 15e siècle. 15e siècle, ça rappelle quoi? 1453, fin de la guerre des 100 ans. 1454, début des expéditions esclavagistes portugaises, espagnoles et européennes, occidentales ensuite. Et c'est à partir de ce moment que vous voyez réémerger, ressurgir un certain nombre de savants, d'intellectuels occidentaux. Galilée, Copernic, Pascal, Van Gogh et tout le reste, artistes, scientifiques, philosophes. Vous voyez que cette période-là, ce qu'ils ont appelé la Renaissance et ce qu'ils ont appelé le siècle des Lumières. Et vous voyez que jusqu'à Einstein, vous voyez qu'il y a donc deux périodes précises, et ce n'est pas anodin, en termes de faits historiques, où émerge ce qu'on nous présente comme les savants occidentaux, qui feraient donc comment dire, la connaissance ou alors la civilisation occidentale. Mais ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que l'Afrique, même en termes de connaissance, est incontournable dans le corpus cognitif et même dans, dans tout ce qui est présenté comme savoir, connaissance occidentale. Puisque vous avez la période de l'Égypte antique, où tous ces Grecs-là, savants, ont fait leur école pendant des dizaines d'années, souvent même une vingtaine d'années en Égypte antique, noire. Et vous avez donc la période d'après le Moyen-Âge, où justement tous ces savants occidentaux ont pris leur source à partir de l'esclavage au XVe siècle. Les Noirs sont incontournables. Et je rappelle quand même que plusieurs des savants qu'on nous présente à partir du XVe siècle, comme étant, je pense à Thomas Edison, je pense à d'autres,
vous vous rendez compte que l'essentiel de ces savants tiraient leur connaissance, leur gloire, en fait, d'esclaves noirs qui étaient les véritables savants en back-office, mais qui n'avaient pas droit au brevet. Donc on et s'est donc retrouvé là c'était dans les le plagiat. Occidentaux qui étaient... Exactement. Il y a plusieurs scientifiques qui aujourd'hui... Aujourd'hui on ne parle que parce de Thomas on sait Edison. pertinemment aujourd'hui qu'ils n'ont rien créé. Absolument. Alors, moi, ce que j'aimerais... L'attention que j'aimerais attirer ici, comme je le dis toujours, c'est le peuple africain. Parce que d'un côté, vous avez donc la peur, le mensonge et l'ignorance, qui sont les ferments de l'esclavage, enfin du racisme occidental et arabe, avec d'un côté le mensonge et la peur qui sont les ferments du racisme des sachants, de ceux qui tiennent le ficelle du système, et l'ignorance qui maintient les populations occidentales arabes, en tout cas celles qui sont racistes, dans ce racisme-là, parce que justement, ils ne sont que des suiveurs. Mais d'un autre côté, déjà quand on parle même de... Ça encore, c'est un concept fallacieux. Quand on dit racisme anti-noir, je comprends que c'est pour qu'on se comprenne. Mais en réalité, la notion même du racisme est orientée vers les Noirs. La notion même, le racisme même est créé et dirigé vers les Noirs. Donc, le racisme inversé, en réalité, c'est encore une méthode, une manipulation occidentale ou arabe pour dire on est aussi victime quelque part. Donc, quand on vous attaque et que vous faites preuve de self-défense, ce n'est pas vous le bourreau, c'est l'autre le bourreau, qui reste le bourreau, même quand vous vous défendez. Donc, moi je pense que les Noirs doivent prendre conscience de leurs valeurs. Les Noirs doivent prendre conscience de ce qu'ils sont. Et il faut savoir que le respect ne se quémande pas. Le respect s'impose. Moi, je suis un peu gêné quand j'entends certains Africains dire « nos vies aussi comptent ». Il faut aussi penser que nous aussi, on est des humains. C'est extraordinaire. Vous entendez Black Lives Matter. Moi, ça me dérange. Ça me dérange parce qu'il y a une sorte de soumission. Il y a une sorte de reconnaissance, de confirmation de ce mensonge millénaire que c'est le blanc qui est l'humain. De requête de reconnaissance. De requête de reconnaissance. De requête, merci. C'est comme une supplication. Ce mouvement, c'est comme une supplication à ce que les Noirs soient aussi reconnus comme des humains. On n'a pas besoin du mandat de qui que ce soit pour être reconnu humain. Nous sommes les premiers humains, nous sommes les véritables humains. Ce sont les autres qui sont de pâles copies. C'est des faits historiques, c'est anthropologique, c'est prouvable, c'est démontrable, c'est la vérité. D'où vient-il que l'original se couche devant la copie? D'où vient-il que l'original envie la copie et veuille faire comme la copie? C'est le monde à l'envers. Alors, à tous les Noirs qui se font maltraiter, qui se font insulter, qu'ils lèvent la tête, dans les pays où ils ne sont pas condamnés à rester dans ces pays. Déjà que certains font des mains et des pieds pour quitter le paradis africain, pour aller survivre tant bien que mal dans des pays, tout simplement parce que ça fait joli de dire je suis à l'étranger, je suis en Occident, je suis, je sais pas moi, en Arabie Saoudite, je sais pas. Toujours les conséquences du mensonge et de cette présentation fallacieuse que de l'autre côté c'est toujours meilleur, l'autre est toujours meilleur, la culture de l'autre doit toujours être copiée. Nous sommes la fille aînée de l'humanité, nous sommes la source de toutes les connaissances et de toutes les sciences, nous représentons 60% de toutes les ressources du sol et du sous-sol. Il n'y a rien à aller chercher ailleurs. Ceux qui souffrent ailleurs, en Arabie Saoudite, en Égypte, en Algérie, dans tout le monde arabe et occidental, à tous ces Africains, je dis, l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. C'est des ressources inestimables et inépuisables. La démographie, comme frein au bien-être des populations, c'est un mensonge qui date encore de la période esclavagiste, c'est-à-dire du 16e et du 17e siècle. Donc, à nous les Africains, de nous mobiliser et d'être unis, et je parle d'unité et je finis par là. Évidemment, il y a des préalables à l'unité. Mais on ne peut pas combattre un bloc de bisons fous en étant dispersés. Ce n'est juste pas possible. Si on n'est pas unis, on ne peut pas. Les entiers ont leurs problèmes et estiment qu'ils sont des noirs à la peau blanche et le revendiquent même. Je ne parle pas de tous les entiers. Une bonne partie. Lisez Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Les Américains, ils pensent avoir leurs problèmes à eux.
Et ils pensent pouvoir se débrouiller tout seuls. Et certains considèrent qu'ils sont un peu supérieurs aux autres parce qu'ils appartiennent désormais à l'Amérique, sont citoyens américains. Ils sont même fâchés de nous, non? Et certains ont même honte de s'identifier à l'Afrique. Quand vous prenez maintenant la diaspora, c'est encore autre chose. Quand on est dans la diaspora, je ne parle pas de tous, évidemment. Je déplore ce qui a déploré et heureusement, il y a beaucoup qui comprennent. Le complexe d'infériorité fait que le seul fait de se retrouver hors du territoire africain et en Occident notamment, confère un sentiment de supériorité et crée et fait encore qu'on accentue cette réalité triste qui est la division entre les peuples africains. Au niveau même de l'Afrique maintenant, sur place, on a des problèmes de tribalisme. On a des problèmes tels et de telle ethnie, tel et de telle autre, alors que toute cette réalité tribaliste est une invention, est une conséquence directe de la période de la colonisation, parce que le principe c'était diviser pour mieux régner. Quand est-ce qu'on se lève? Quand est-ce qu'on prend conscience? Et quand est-ce qu'on arrête de vouloir singer l'autre alors que nous sommes la copie? Quand est-ce que, alors que nous sommes l'original, quand est-ce que on va arrêter, nous l'original, de vouloir imiter la copie par admiration alors que c'est la copie qui envie l'original? Et pendant ce temps, monsieur, il est 9h. Hein, le temps passe tellement si vite que... Justement, on sera là jusqu'à 10h ce matin. Albert Anatole est ici. Tuer le noir n'émeut personne aujourd'hui. Il n'y a aucune sortie des ONG internationales, de l'ONU, et sans oublier bien sûr tous ces gens, ces hommes et femmes qui se pavanent sur le continent africain et déclarent qu'ils défendent les droits de l'homme. Est-ce un crime politiquement correct? J'ai commencé à croire que je suis venu assister à un culte. Hein. Ah oui, mais là... il y a beaucoup de pasteurs qui sont passés par là, mon neveu. Allons-y. On leur réservé la meilleure place. Ah bon? Puisque le dictateur... Non, écoutez, allons-y, Albert Anatole ici. Sur des éléments anthropologiques, sociologiques, politiques qui ont été convoqués par les précédents orateurs, je voudrais quand même apporter quelques éléments complémentaires. Parce que moi, je voudrais beaucoup plus davantage m'engouffrer dans les éléments contextuels et surtout sur les éléments culturels. Parce que il est important qu'on se comprenne. Lorsque j'ai vu tout à l'heure ces images qui nous ont été proposées par l'organisation, je n'ai pas été surpris du tout. Parce que je crois que ça se passe en Libye, ces images-là. Non, c'est pas en Libye. En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, ok. Dans tous les cas, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Mais lorsque je reviens dans le contexte africain, pour par exemple venir dans mon propre pays, ces éléments-là existent bel et bien, sont réels. Et les bourreaux sont protégés curieusement par nos institutions, ou bien moi qui les représentent, bien qu'ils les incarnent. Tout à fait. Je prends le cas des Libanais, je prends le cas des Chinois, je prends le cas des Français, dans mon pays, le Cameroun, Tout à fait. justement, qui commettent des pratiques, c'est-à-dire qui commettent des pratiques offensantes, Au jour le jour. dégradantes et inhumaines vis-à-vis de nos compatriotes. Je veux pas le cas d'une société, je ne fais pas de la publicité. Nous sommes à côté de Pométal, ici à côté. Comment est-ce que cette société, justement, traite-t-elle, je veux dire, les dirigeants de cette société traitent-ils, n'est-ce pas, leurs employés noirs camerounais? Il y a les Chinois également qui le font, Albert Anatole ici. J'ai convoqué tout à l'heure les Libanais, les Chinois, les Français. Sur tous ces trois-là, comment traitent-ils nos compatriotes? Et ça se passe au nez et à la barbe de ceux qui sont là pour réguler, pour qui sont là de nos institutions, qui sont complices. Ça, il faut le dire. Donc, si ça se passe ailleurs, comme c'est le cas, vous l'avez dit, en Arabie Saoudite, ça peut se comprendre. Mais en même temps, c'est à déplorer. Pourquoi, tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que tous ces trompettistes n'ont pas vu ça? C'est là où ces radars qui voient tout et n'importe quoi, mais n'ont pas vu cette situation-là. Je veux quand même rectifier quelque chose, Président Banakani, que pourquoi est-ce que les Maghrébins refusent leur africanité? Mais s'appuient davantage sur leur arabité. Pourquoi refusent-ils leur africanité? Ils sont pas seuls. Tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose. Même les Malagasy font ça. Hein. Mais pourquoi refusent-ils leur... Ça veut dire qu'ils ont un problème. Est-ce que la question raciale, c'est-à-dire leurs origines nègres, c'est une question tabou?
Parce qu'il faut quand même dire que la plupart des Arabes, c'est des Noirs. Ils sont blancs. Ils sont devenus blancs. Non, ils ne sont pas des Blancs. Ils sont devenus Ils ne blancs. sont pas des locodèmes. Non, non, ils ne sont pas des locodèmes. Ce sont des Noirs. Ils sont devenus blancs, donc ils ne sont plus noirs. Non, non. C'est comme vous allez me dire que tout à l'heure, lorsqu'on parle des complots, n'est-ce pas, des laboratoires ou bien de la science. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une surenchère de fabrication des produits, des pigments et non les produits qui permettent justement de gagner la blanchir? Pourquoi est-ce qu'il y a cette surenchère de fabrication des produits, des pigments? Des produits de cosmétiques, des pigments qui... Et je vous rappelle quand même qu'on fait la publicité de ces produits, Albert Antonin, ici. On veut le coderniser. Justement, c'est donc ça le problème. Donc, et vous allez quand même dans un autre pays que s'appelle la République démocratique du Congo, où là-bas, c'est un problème psychologique. Justement, ça fait donc partie du complot que vous convoquez tout à l'heure, le président Manakanis a dit, le complot de la science. C'est-à-dire, on fait plus la promotion et on fabrique davantage les produits pour blanchir la peau noire, notre mélanine, que pour la protéger cette peau. Quand j'ai dit cela, je voudrais revenir justement sur le fait. Pourquoi est-ce que tout ceci se passe au nez et à la barbe des régulateurs autoproclamés du monde? Je voudrais prendre le cas de celui-là qui a, j'allais dire, le privilège de juger tous les criminels du monde, non, de l'Afrique, pas du monde, de l'Afrique. Je parle de la CPI. Non, il faut en parler. Il s'agit quand même, lorsque nous parlons d'un crime politiquement correct, ça veut dire qu'il y a un crime, il y a un aspect juridique quelque part. Ton pouvoir, hein. Non, il y a un aspect juridique quelque part, il y a un aspect politique. Mais pourquoi? Justement parce que la CPI, c'est une institution géopolitique au service de l'ordre global. Donc ça ne concerne pas. Tu es trop gentil. Ça ne concerne pas les Africains. Racistes. Non, j'y arrive. Maintenant, quand vous partez convoquer certains éléments du protocole de Toronto, oui, vous allez voir la fameuse commission trilatérale qui n'intègre pas le continent africain. Ça veut dire que dans la fameuse commission trilatérale, vous avez l'Asie, vous avez les États-Unis et l'Europe. Le continent africain n'existe nulle part. J'ai dit bien, peut-être oui, parce que le projet à long terme, c'est d'effacer carrément ce continent de la carte du monde. Peut-être. Maintenant, sur les éléments juridiques que vous convoquez, je crois que ça devrait commencer par nos États. Ces éléments juridiques. Parce qu'avant que ça arrive, il faut d'abord que le fait raciste qui se transporte sur nos territoires soit réprimé par les lois, par nos lois, par nos institutions. Mais ce n'est pas réprimé. Bien au contraire. Lorsque un locodème vous traîne dans une brigade de gendarmerie ou bien dans un commissariat, soyez sûr que c'est vous qui allez y rester. Et lui va ressortir. Parce que, justement, il va stipendier le commandant de brigade, le procureur de la République, ou alors, n'est-ce pas, le commissaire de cette unité de police-là. C'est un fait. Parce que c'est des enquêtes que j'ai eu à mener. C'est-à-dire que vous avez des Chinois qui exercent dans les activités illicites, vous les conduisez chez celui-là qui est censé être, n'est-ce pas, le garant de la loi. Mais vous êtes surpris que ce bonhomme-là, il est ressorti. C'est le business. Ça pose un problème quand même. C'est le business. Il faut donc que les éléments juridiques soient d'abord appliqués chez nous. Maintenant, quand vous allez dans un autre contexte, parce que lorsque nous voyons ces éléments, nous parlons, je crois, de la question migratoire. C'est de ça qu'il s'agit donc. Nous tombons donc de plein pied sur la question migratoire. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un peut se cotiser plus de 2, 3 millions, 5, voire 5 millions pour aller se faire tabasser à l'extérieur? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un très gros problème. Il faut demander à la personne. Oui, justement, parce que là, la question de fond, c'est la question migratoire, qui n'est pas périphérique, s'il vous plaît. La question migratoire n'est pas périphérique. C'est une question centrale. Est-ce qu'un être humain n'a pas le droit, fut-il mélanoderme, n'a pas le droit d'aller où il veut, hein? Du point de vue de la charte. Article 1 de la charte. Du point de vue de la charte des Nations Unies, j'allais dire. Du point de vue de leur charte. Il y a quand même un problème. Oui. Bon, alors, si je n'ai pas le droit de me retrouver en Afghanistan parce que je ne suis pas musulman, encore, il faut quand même se dire, ce n'est pas tous les musulmans qui sont arabophones. Donc, alors, si je n'ai pas le droit d'aller en tant qu'être humain, aller m'installer en Afghanistan, en Tunisie, en Algérie, en Égypte, au Maroc,
En Mauritanie, au Soudan, il y a un gros problème. Ça veut dire que ce qu'on nous regarde, ce qu'on nous raconte à longueur de journée du côté des Nations Unies, c'est du faux. C'est d'enfumage, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. Donc, sur des éléments juridiques, comme je l'ai dit tantôt, il va d'abord falloir faire le ménage chez nous pour régler cette question, pas la répression. Mais écoutez, monsieur, lorsque vous rencontrez, lorsque vous voyez un locodème qui gifle un agent de police qui est en train de réguler la circulation, et que ce locodème n'est pas sanctionné par nos lois, mais qu'est-ce que vous mettez dans sa tête? Et vous lui dites qu'il est capable, il doit pouvoir, il a le devoir, je veux dire, il a le pouvoir de commettre tous les actes qui lui passent par la tête, et il sera impuni. C'est ça qui est la question. Maintenant, sur la question migratoire, je pense également que là, il y a un problème. C'est-à-dire que ça pose le monnaie fondamental, j'allais dire, les politiques socio-économiques dans nos pays. C'est également ça. Mais il y a avant toute chose une question d'éducation. Ça, c'est fondamental aussi. Il y a une question d'éducation d'abord à l'endroit de nous-mêmes et à l'endroit à l'endroit des autres qui nous se prennent pour des suprématistes, pour les suprémacistes. Tout à l'heure, Paul a convoqué la posture du nègre qui est toujours en train de se mettre dans la posture de la victime. Non. Monsieur Sylvie José Langos, moi je ne suis pas un évangéliste. Mon peuple a subi la traite négrière, c'est-à-dire l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, maintenant le racisme mondialiste. Ah. Mais et vous me demandez de continuer à utiliser la pédagogie. Imaginez que nous sommes au sortir de ce plateau, vous vous retrouvez là en haut de votre portail, il y a le codem qui vient vous gifler. Vous allez utiliser la pédagogie? Je ne pense pas du tout. Moi, en tout cas, moi pas du tout. Il va falloir que je réagisse. Je veux lui faire la vraie pédagogie. Absolument, parce que, vous savez... Je pense qu'il n'aura pas le courage de le faire. Non, je vous dis, à un moment donné... Oui, je veux lui faire la vraie pédagogie. Non, il va falloir, à un moment donné, utiliser les armes qu'ils utilisent pour qu'ils comprennent que en chacun de nous sommeille l'animal. C'est important. Il y en a qui vont peut-être trouver que c'est irresponsable ce que je dis, mais je ne suis pas hypocrite. Vous avez plusieurs siècles d'esclavage, plusieurs siècles de colonisation, plusieurs siècles de néocolonialisme, plusieurs siècles de racisme, et vous vivez tout cela. En plus, il y a d'autres crimes, n'est-ce pas, qui s'y ajoutent. C'est-à-dire qui poussent à l'extermination, qui ont des projets d'extermination démarrage, et vous allez me demander de continuer à être pédagogue, diplomate. Non, attendez, il y a quand même un problème. Ça veut dire qu'à ce point de vue-là, c'est moi le problème. À ce moment, c'est moi le problème. C'est mon peuple qui a le problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit prendre acte et prendre une décision qui s'impose, adopter la politique qui s'impose. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un crime politiquement correct? Mais attendez, mais il y en a qui ne veulent pas voir. Ils refusent de voir. C'est pourtant très visible. Vous avez des eaux humains au Maghreb, au Proche-Orient. Au monde, il y a des eaux humains. Pourtant, nous sommes au 21e siècle. Là, me dit que c'est ces radars qui voient tout et n'importe quoi n'ont pas vu ces eaux humains. Je crois que la question reste posée. Merci beaucoup Albert Anatola. Ici, messieurs, permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs un instant. Et je reviens à vous pour la deuxième prise de parole. Bonjour Steve et bonjour à vous panélistes. Alors que les manifestations antiracistes se multiplient dans différentes parties du monde, de multiples raisons expliquent le ralentissement des progrès de la communauté noire dans le monde. Par exemple, aux États-Unis, les orientations générales de la politique gouvernementale ont joué en sa défaveur, tandis que la restructuration industrielle, la persistance de la discrimination raciale et des comportements sociaux autodestructeurs s'aggrave et surtout aggrave des difficultés. Les administrations conservatrices successives ont entretenu un état de dépendance et de vulnérabilité et toléré les plus grandes inégalités de classe et de race. En Afrique, ce qui fait pitié, c'est des gens bruns, autoproclamés blancs, supérieurs aux autres Africains. Pourtant, ce sont en majorité des berbères touaregs qui lynchent d'autres Africains. Ce système
est récurrent au Maghreb. Cette personne n'a pas laissé son nom ce matin et on la comprend parfaitement. Bonjour à vous. Le bonhomme en échange d'écharpe rouge a confondu l'arabe et l'islam. Pourtant, les arabes ont pratiqué l'esclavage bien avant l'avènement de l'islam. L'islam a plutôt prescrit l'affranchissement des esclaves. Baïro depuis Meinganga. Je pense que vous ne nous avez pas suivis. Si vous nous aviez suivis, vous l'auriez justement compris dans leurs propos. Même pendant l'islam, et même pendant l'islam, il y a toujours eu l'esclavage. Bonjour Steve, je ne suis pas d'accord avec l'homme en pagne rouge. Il ne veut pas de pagne rouge, c'est moi qui suis en pagne ce matin. Il confond la religion et la culture arabe. Il n'a qu'à bien revoir ses copies, soi-disant. Hadith, c'est Zachary Yao depuis ce Godé. C'est moi qui vous demanderai ce matin de revoir vos copies. Bonjour à tous. Une réalité douloureuse des perceptions que certains ont et veulent en faire la réalité de tous. Quand je pense que les habitants originaires de ces territoires étaient noirs, une seule question me vient à l'esprit. Pourquoi nous les noirs devrons accepter ce genre de délire? C'est pas aux autres de nous définir. Je tiens à saluer votre génie journalistique qui ouvre très clairement une version et surtout nouvelle saison au panafricanisme qui est le seul humanisme à mes yeux. Big up à tous nos panélistes, mon président ABK, André Bandakani, Dr Yamben Timba, au président Polela et à notre dictateur démocratiquement élu 3A. Vive, force, santé à tous. C'est Romano depuis Paris en France. Oui, apparemment vous commencez à faire des bêtises. Hein? Ils n'ont pas le pain sardine. Apparemment il faut donner le pain sardine. J'insiste là-dessus. C'est juste pour vous faire rire d'ailleurs ce matin. Continuons justement avec les messages. Bonjour Steve et à ton panel, c'est Kader depuis Lomé au Togo. Moi personnellement j'ai un problème avec nous-mêmes, les Africains. Je m'explique comment les gens qui ne nous aiment pas ici sur Terre, mercuriusement ils veulent partager leurs 72 vierges avec nous, dans leur paradis avec nous, selon leur foutue religion. Je suis désolé mais je préfère aller en enfer avec mes ancêtres que dans un paradis où je serais traité d'esclave. Voilà pourquoi moi j'ai quitté l'islam pour devenir animiste. J'en connais beaucoup d'Africains noirs qui s'en vont se chercher dans les pays arabes, y compris mon propre frère, mais reviennent toujours avec une image négative des Arabes. Mais curieusement, ces mêmes personnes se disent encore être fiers d'être musulmans. Voilà pourquoi je me pose la question sur leur santé mentale. Nous respectons les religions, chacun a le droit de faire comme ils le sont et comme il veut. Mon Dieu, ils ont encore commencé le blocage de l'image. C'est terrible pour l'émission qui est un enseignement profond. Je vous passe mon bonjour depuis le fan club d'IBS Lourbessou, le président Lemsa. Oui, c'est un groupe de personnes qui ont fait justement un fan club là-bas, de ce côté. Et il y a un monsieur d'ailleurs qui fait partie de ce fan club, 70 ans, sonné, il s'appelle Actor. Il est plus jeune que moi. Ah oui. Vous ne pouvez pas imaginer, allez savoir. La seule chose qu'il fait, c'est de prendre la prise. Il fume pas, il boit pas, le mec, il prend juste la prise. Il a 70 ans, et si on vous dit que ce mec a 70 ans, vous n'allez pas croire. En pleine forme. En pleine forme, vraiment, en très grande forme, ils m'ont invité, et j'ai vu comment ça marche de ce côté-là. Bonjour cher Frangos et à tout ton panel, Dr Yamb, une crème pour l'humanité. Ibn Khaldoun a laissé des écrits où le noir est un sous-homme. Quand tu fais des recherches sur les religions abrahamiques, tout est conçu pour exclure le noir et la femme. Malheureusement, nous avons toujours ceux qui te parlent de Jésus et Mohamed en Afrique comme leur sauveur. Ils ont voulu ramener les Juifs en Ouganda et maintenant les Afghans. Nous savons tous ce qui est caché derrière ce projet. En tout cas, très belle thématique. Bonne journée à vous. C'est Kouma qui nous écrit depuis Londres. Kouma Ezali qui nous écrit depuis Londres ce matin. Bonjour Steve, bonjour à vos excellents panélistes. S'agissant du racisme contre les Noirs sur les Arabes, je leur pose une seule question. Qu'en est-il du compagnon du prophète Mahomet, Sao, Bilal? Ils savent de quoi je parle. Merci et bonne journée à vous sur le plateau. Boukar depuis Mora, Mayo Sava. Eh bien, le compagnon de Mohamed, il était noir. C'est même pire. C'est son premier assistant. Ah. C'est même pire. Maintenant, il y a des travaux. C'est clair maintenant. Des érudits islamiques démontrent que le prophète lui-même était noir. Voilà. L'histoire avance. Il y a des batailles qu'il ne faut pas faire. L'histoire est en train d'avancer. Il y a des choses qui vont être balayées complètement. Complètement. Et on espère justement que tout le monde sera au courant et que cela sera gardé dans les mémoires. Nous avons des vidéos. Ces gens s'expriment, ils le démontrent. Il y a même des juifs qui s'expriment. Il y a une vidéo d'ailleurs d'un juif, d'un rabbin qui explique justement que l'origine, c'est justement le noir. Bonjour le panel et bon début de week-end. Par rapport à la thématique, je vous propose cette vidéo d'un érudit franco-juif. Oui, on l'a déjà vu. Sûrement, je suis passé à côté. J'aurais pu montrer justement cette vidéo ce matin. Bonjour Steve et tout ton panel. Le président dit vrai quand il dit le mépris de l'homme noir a commencé avant l'avènement de l'islam, même s'il faut le rappeler que ça a été quand même un des combats du prophète de l'islam lui-même. Descendant d'une femme noire, je pense, c'est aux noirs de travailler pour renverser la tendance. Bien de choses à vous sur le plateau. Sabah Malik, depuis Parakou, au Bénin, qui nous a également écrit ce matin.
Bonjour Monsieur Ngous, bonjour à votre panel. À travers votre vidéo, on se rend compte au XXIe siècle qu'il y a encore des peuples incultes, barbares, bestiaux et abrutis. Et Jésus-Christ disait en son temps, mon peuple meurt faute de connaissance. Comment comprendre ce jour que les peuples à la peau claire n'arrivent pas à comprendre que la couleur de la peau est définie par le climat et l'environnement, qu'au départ de l'homme était noir et que c'est les migrations de ce peuple noir vers les pôles qui a déterminé la couleur blanche qui est de la leur aujourd'hui. Que Dieu leur pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est des ignorants, des incultes et surtout des abrutis. Imaginez que tout chef d'État déclare, à Mondovision, l'Afrique a un problème civilisationnel, le blanc a le diable dans le sang. JB, qui nous écrit depuis Bertois, dans l'est du pays, on parle bien sûr du Cameroun ce matin. Bonjour, je vous suis depuis le Mali. Comme tous les matins, vraiment, je suis impressionné par la qualité de vos analyses. Merci pour l'éveil des consciences des jeunes Africains. Pour vous dire, grâce à vous, je suis devenu aussi un panafricaniste. C'est Adama Traoré qui nous écrit depuis Bamako, au Mali, ce matin. Bonjour le panel, les Africains sont des descendants de Canaan, fils de Cham, maudit pour avoir ri de la nullité de Noé et son père. En d'autres termes, les Africains souffriront jusqu'à la fin des temps. Emmanuel Moulium, jusqu'à preuve de contraire, je vais vous dire une chose, continuez à lire encore la Bible, vous comprendrez. Et jusqu'à preuve de contraire, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore très bien compris. Bonjour le plateau du débat ainsi que ce riche panel. Il est clair que des questions de traite négrière, d'esclavage et de racisme ont été bien huilées à des fins de faire de la race noire une race inférieure qui n'est pas capable de penser pour produire des savoirs. Je vais demander justement à Emmanuel Moulium, finalement, les autres enfants de Noé, ils étaient blancs? C'est écrit, il faut bien lire la Bible. C'était ma question. J'espère qu'il va me répondre. Bonjour les grands, noirs et fiers. Willy de Pungodi qui nous a écrit ce matin. Bonjour Steve, bonjour le panel, c'est un grand délice de vous écouter tout le matin. Vous êtes ce matin en pleine forme dans notre réel problème en tant que noirs et africains dont il est nécessaire et primordial que nous nous réveillions vite car les impérialistes sont dans leur business plan. Longue vie à vous et à l'émission, c'est Brian qui nous écrit également de Pungodi à quoi. Salut le plateau au Togo, il y a ce problème dans la fonction publique. Il y a une ethnie qu'on appelle Kabiyé qui sont 60% sur 36 ethnies depuis plus de 50 ans. Quand vous regardez l'armée togolaise, il y a 70% des Kabiyès. Voilà notre problème. Des Yadema, justement. Triple hôtel, monsieur Steve Ngos, à tous les panélistes, je vous suis presque tous les matins. Courage à vous pour le combat que vous menez. Que nos ancêtres vous comblent de toutes les grâces de cet univers. Et l'homme depuis Ouagadougou au Burkina Faso. S'il vous plaît, Steve, la vidéo m'intéresse. Oui, et on va la remettre peut-être tout à l'heure pour que tout le monde la revoie. Bonjour Steve, good job. Comme d'habitude, merci au président Badakani, au docteur Yam, à 3 Adit Apolela, que j'aime sa collection de différentes couleurs d'habits qu'il porte tout le long de la semaine. Le Made in Africa est en lui. Pour le sujet, une seule chose à faire, unissons-nous et pour s'unir, sachant que les blancs, oui c'est ça, que nous accueillons sont en partie à l'origine de nos différends. Dans d'autres contrées africaines, des blancs sont intronisés rois ou reines. Qu'est-ce qu'ils comprennent de nos coutumes pour les considérer de la sorte? Réfléchissons autrement. Notre hospitalité nous porte surtout poisse. Agissons maintenant, c'est Norbert qui nous écrit depuis Lomé au Togo ce matin. Que Dieu vous bénisse aussi longtemps que possible et vous donne longue vie chaque matin et après votre émission. Je me sens très revigoré. Dites-moi, ces Blancs qui ont érigé leur domicile en Afrique du Sud proviennent d'où et pourquoi ne pouvons-nous pas les chasser de l'Afrique? C'est une personne qui nous écrit depuis le Bénin ce matin. Ce sont des Boers, ils viennent justement de la Hollande. La Hollande. Je vous réponds tout de suite. Bonjour le plateau, aujourd'hui je vous donne 10 sur 10 monsieur Badakani sur votre analyse sur le cas du Cameroun. C'est ce que votre frère pro Franklin Nyamsi dénonce depuis alors. Moi personnellement en tant que béninois, je veux que vous vous concertez, y compris les autres panafricanistes pour y mettre de l'ordre dans ce beau pays, le Cameroun. Trop ces trois ensemble libérons l'Afrique, c'est Greens depuis le Bénin. C'est pas tout le monde qui est panafricaniste. Hein. Voilà, c'est pas tout le monde qui est panafricaniste. Non, vous n'avez pas besoin de répondre, je lui réponds. C'est pas tout le monde qui est panafricaniste. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle d'une chose que forcément il est panafricaniste. Bonjour Steve, bonjour à tous vos invités. Le problème du racisme se réglera lorsque les Africains prendront conscience du fait que c'est chez nous que tout a commencé. C'est avec ces Blancs. Avec ces Blancs, c'est la loi de Moïse qu'il faut appliquer œil pour œil, dent pour dent. Si nous commençons à traiter ces Toubabs comme ils nous traitent chez eux, les choses changeraient vite. C'est Emery qui nous écrit depuis les Philippines ce matin. Un dernier message parce qu'ils sont tellement nombreux, il faut le dire comme ça. Bonjour à vous sur le plateau. Honnêtement, le noir est le seul humain qui n'a même pas conscience de sa valeur et de sa force. Et la religion en est un opium qui détruit davantage le tissu social. L'islam traite le noir d'esclave. Le christianisme a banni l'esclavage. Qu'est-ce qu'il faut de plus au noir pour comprendre qu'il est le seul contre tous et le retourner
et de retourner aux sources, fort de son origine et de son histoire, pour œuvrer ensemble et faire face à ces menaces. Les grands organismes internationaux ne peuvent lever le doigt contre cette autre forme d'esclavage ou de racisme sans cesse grandissant. Contre quelles nations l'ONU et autres se sont-elles levées pour protéger ou sanctionner farouchement, si ce n'est des nations dirigeants, il faut le dire comme ça, africains? Suivez mon regard. Aujourd'hui, c'est assez clair. Comme l'a dit le docteur Yambentimba, c'est le noir contre le reste du monde. Le réveil du noir fera beaucoup de mal, alors faut l'empêcher à tout prix. C'est tout ce que Guy de Yaoundé nous a écrit lui également ce matin. Messieurs, on va aller au pas de course. Hein. Il est 9h24. Les États africains, président Badakani, n'ont jamais demandé de réparation due à la torture, au racisme, à la traite négrière. Est-ce une faiblesse ou tout simplement de l'ignorance? Non, c'est un fait. Mais on ne demande pas, on va imposer. Dans le débat, c'est même pas de chercher à expliquer pourquoi les États africains ne le font pas. C'est un peu étant. On est dans la dynamique, on va imposer. On va imposer. Ça va s'imposer. Et d'ailleurs, les concernés veulent anticiper. Oui. Cette sorcellerie qu'on appelle Black Lives Matter, et que certains Africains applaudissent sans savoir justement ce qui se cache derrière. Ça fait rire. S'ils pouvaient savoir le projet qu'il y a derrière. Avec le lobbying homosexuel qui se cache derrière et sans oublier le lobbying raciste. Une ordure comme George Soros pas avoir un projet sérieux pour l'Afrique. Pas du tout. C'est lui qui finance tout ça, qui est derrière tout ça. Et c'est dans le projet des démocrates américains, entre guillemets, qui eux-mêmes sont dans le projet des mondialistes, qui, tout ça c'est pour endormir l'homme noir, alors que le vrai projet c'est de l'effacer de la surface de la Terre. Je vais vous expliquer. Les dynamiques démographiques, telles qu'elles sont analysées par l'ONU, de l'ONU, hein, oui, démontrent que d'ici 2100, 150, 2200, il y a un phénomène qui fera que le monde risque de revenir à ce qu'il était avant, c'est-à-dire que les Noirs, partout. C'est l'ONU qui analyse ça. Et c'est contraire à leurs prévisions démographiques, qui, d'après eux, la scolarisation, bref, ce qu'ils appellent la modernisation des sociétés, devait plutôt produire l'effet inverse. Oui. Donc, vous ne pouvez pas imaginer, c'est une panique totale. C'est une panique. Déjà, les Africains, moi, ça me fait, n'imagine même pas ce qui se passe. Ils ne dorment pas. Vous croyez que le phénomène pandémique, c'est quoi? Le gouvernement mondial, c'est quoi? Cette histoire où vous ne gouvernez pas les algorithmes, c'est quoi le projet? Mais les gens me font rire. C'est pour empêcher tout ça, mon cher gosse. Et des gens peuvent croire que un fou comme Joe Biden peut se mettre à genoux devant une grand-mère noire, ça fait qu'il est en train de se repentir. Un démon se repentit. Hein? Un démon peut se repentir. Toute sa vie, il n'a qu'été méprisant envers le noir, Joe Biden. Toute sa vie. Un matin, il fait semblant, il dit qu'il se met à genoux devant une grand-mère. On filme, on montre partout. Hein? Et dans les Black Lives Matter, c'est quoi? Ce projet est dangereux pour les Africains. Tout à l'heure, quelqu'un a convoqué les Noirs aux États-Unis. Mais l'effacement du noir, son anéantissement, est une politique publique de l'État américain. Ce n'est pas une affaire qu'on parle en l'air, c'est pas une affaire de... C'est-à-dire que c'est inscrit dans l'ADN de ceux qui tiennent les manettes de l'État américain. Je dis bien de ceux qui tiennent les manettes de l'État américain. C'est écrit là-dedans. Mais les vérités commencent à sortir. Tous ces programmes qui ont été faits dans les quartiers noirs et partout, toutes ces vérités commencent à sortir. Donc, les gens parlent de quoi? Les gens parlent de quoi? Tout à l'heure, Jean de 3 ans a soulevé un problème. Moi, j'ai appelé ça le projet de leucodémisation du monde. C'est très sérieux. Le projet de leucodémisation. Alors, il ne s'agit pas de blanchir l'humanité. Et ça, ce n'est pas possible. Le projet, c'est quoi? C'est que, justement, ben, on y est en plein. L'homme augmenté, c'est quoi? Le projet d'Elon Musk. La 4e révolution industrielle, c'est quoi? C'est ça, la localisation du monde. C'est-à-dire que même s'ils sont 10% du monde, l'important est qu'ils commandent le reste. Pas le gouvernement de la technologie. À partir du moment où ils ont la capacité de vous transformer en logiciel modulable à partir des algorithmes, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a un problème? À partir du moment où ils peuvent transformer l'ADN, les ADN des gens, ils peuvent purifier dans la pure tradition hygiéniste, est-ce qu'il y a un problème? Donc les gens ne voient pas ce qui se prépare. C'est ça la leucodémisation. Et ça fait remonter plus loin. Mon cher 3A, nous ne voulons pas voir que le monde est devenu un espace vital. Ouais. Ça vous rappelle quelque chose? L'espace vital, la théorie de l'espace vital? Ouais. On n'a pas commencé avec Hitler. Hein? C'est profond. C'est-à-dire que Malthus là, leur prophète, entre guillemets, oui, Malthus, a toujours postulé que l'homme est dangereux pour la planète. Il faut lire cette théorie. Hein.
Et le mondialisme a pour matrice fondamentale le malthusianisme. C'est-à-dire que ces gars-là, ils estiment que ça conduit à quoi? C'est que la terre n'est pas faite pour un type d'homme. C'est pas fait pour un type d'homme. Vous êtes en train de voir ce que ça veut dire. Lorsque des gens forcent, imposent, par les manières que nous voyons, des pratiques qui visent en fait à faire quoi? À arrêter la propagation de l'espèce humaine telle que vous et moi on l'a connue. C'est-à-dire un homme et une femme qui font des enfants. Quand des gens sont en train d'institutionnaliser, de l'imposer, c'est devant vous, en train de voir. C'est-à-dire que des pratiques qui ont pour mission d'arrêter la propagation de l'espèce humaine telle que la nature et Dieu l'ont prévu, pour remplacer cette propagation par des moyens technologiques. Mais ça vous dit quoi? Mais il faut comprendre, on est en train de partir. Parce que la Terre est devenue un espace vital. L'espace vital part du principe que Hitler disait qu'il définit un espace qu'il appelle espace vital de l'Allemagne, qui évidemment est au-delà de l'Allemagne. Ça va jusqu'en Pologne et tout et tout. Et il estime que tous ceux qui habitent ce qu'il appelle espace vital doivent disparaître. Parce que c'est vital pour l'Allemagne que dans les endroits là, il n'y a pas de personne qui soit autre chose que la race aryenne. Dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Mais regardez la planète Terre, regardez le nombre d'habitants qu'il y a sur la Terre, regardez les prévisions démographiques. Mais les gens ne voient pas ce qui se prépare. Mais c'est terrible cette affaire. Et vous avez des gens qui estiment que c'est trop plein, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc l'espace vital, on suppose que, évidemment, on est arrivé à un niveau où il y a des gens qui doivent être sur la Terre. Il faut purifier la terre, il faut le développer, il faut la développer. Mais c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Les choses sont claires. Et des gens inventent les nouvelles frontières. Vous voyez, devant vous, on commence à faire des choses. Vous voyez, l'histoire des vaccinés, non vaccinés. Mais les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Alors que, regardez, on fait un sommet de la CEMAC, on vous dit conférence virtuelle de la CEMAC. Ils ont peur de quoi? Les présidents africains ont peur de quoi? Ils ont peur de quel virus? Du mimétisme. Je vous demande, posez-vous les questions. Le gouvernement mondial est là en place, ça se voit, c'est devant vous, là on voit. Maintenant, on fait des sommets virtuels. On dit qu'il y a le coronavirus. Il y a quel coronavirus? C'est quoi cette affaire? Le coronavirus. On ne voit pas le virus, mais on dit que le virus, il est là. Et on module les comportements au jour le jour, petit à petit devant vous. Ce qui se passe en France, les gens voient, font comme s'il n'y a rien, ils pensent que c'est pour les Français. Mais on est en train d'expérimenter en France quelque chose qu'on va vous imposer à tous. C'est pour ça que nous sommes. Il faut que le type qu'on appelle Macron, là, le jupitérien, là, mais il doit disparaître rapidement. C'est grave. Non, c'est moi qui parle, c'est pas vous. C'est moi qui parle. Du calme sur le plateau. Oui, on va prendre le temps de prendre beaucoup de courtoisie également envers le chef de l'État français. Que les déontologues arrêtent d'être lâches au lieu de pourchasser vous qui s'attendent les panélistes. Oui, arrêtez les panélistes, c'est n'importe quoi. Donc, on va se taire. Ce qui se passe en France, je vous assure, c'est grave. C'est grave. Ça dit que ça pose une question, mais qui nous dirige? Macron, c'est encore un être humain. Et cet être humain peut être si sensible aux cris de ses semblables. Il n'est pas possible qu'un être humain, normalement constitué, soit aussi insensible aux cris de son semblable, mon cher ici. Ce qui nous fait humain, c'est que si Gosse crie d'une certaine manière, si tu es humain, tu ne peux pas ne pas considérer son cri. Mais dites-moi comment quelqu'un dit qu'il est président d'un pays, qu'il a été élu par ces gens-là. Si vraiment il a été élu par eux, vous ne pouvez pas être aussi insensible aux cris des gens. Mais c'est un robot qui est... Mais il faut se poser la question, c'est soit un robot, un clone qui est là, mais un humain ne peut pas se comporter comme ça. Les gens crient, mais ils imposent, et ils vont créer une nouvelle catégorie entre les citoyens, d'un côté les vaccinés et les non vaccinés. Vous n'êtes pas en train de voir que c'est le projet qu'on va étendre dans le monde entier? Et quand la frontière sera établie, les vaccinés seront dans le qui? Les vrais êtres humains, en sursis. Parce que même on va les transformer, on va les transhumaniser. Et les non-vaccinés, ce sont, entre guillemets, mettez-moi l'expression, je dis bien entre guillemets, les juifs de la guerre de la Shoah. Je dis bien entre guillemets. Entre guillemets. Voilà les nouvelles frontières. Dans ce genre de choses, l'ethnie sert encore à quoi? Les appartenants ethniques servent à quoi? Mon cher Paul est là. Le type de quoi on l'a fait. Ils ont dépassé ça. Donc les vrais débats sont là. Les vrais débats sont là. La question que vous posez, mon cher Ngoz, de l'affaire des Noirs dans le monde, vous comprenez à partir des éléments que je mets sur la table qu'il faut qu'on élève le débat à ce niveau.
Oui. Vous allez comprendre pourquoi. Tout à l'heure, je vous ai dit que le problème, c'est le peuple autochtone du monde entier, c'est l'homme noir. Ça ne veut pas forcément dire la peau. Parce qu'être noir, c'est de savoir la peau noire, mais c'est une mentalité. C'est un projet, c'est une conception de la vie qui n'a rien à voir avec l'eugénisme, le transhumanisme, tout ce que vous voyez on est en train de faire. Voilà la locodémisation. C'est-à-dire que cette culmination du projet prométhéen, n'est-ce pas, qui consiste à faire que des gens dont on ne sait pas d'où ils viennent se proposent, s'installent comme Dieu et veulent faire de vous et de moi ce qui les plaît. Ce qui les plaît, en nous détachant complètement des processus naturels, dignes de son nom, et divins. Pour remplacer ces processus par des processus complètement aléatoires qui sont basés sur une certaine idée de la science. La bataille, elle est là, mon cher gosse. Vous voyez? Donc, ça conduit à quoi à la fin? À ce que j'appelle l'autochtonie mondiale et l'allogénie mondiale. Autochtone, ce n'est pas une affaire de fait dans les pays d'Afrique. Oh, ouais. Autochtones du monde contre allogènes. Et les allogènes ne viennent pas de la Terre. Ce sont des extraterrestres au centre générique du mot. C'est-à-dire, c'est quoi un extraterrestre? Cela dit que finalement, la théorie des reptiliens commence à prendre corps. Je ne vais pas arriver là. On va dire que tu es un complotiste. Bon, les faits. Les faits sont devant nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense qu'un homme peut s'envoyer à l'air avec un autre homme, on se pose des problèmes. Il y a des questions. Il y a des choses simples. Quelqu'un qui ne craint pas la séparation entre le féminin et le masculin, et qui pense qu'on peut passer d'un côté à l'autre sans problème. Mais c'est un côté, il y a des problèmes. Quelqu'un qui pense que l'intelligence artificielle est plus importante que l'intelligence humaine, 3A. Et il appelle ça la 4e révolution industrielle. Il y a des catégories qui nous permettent de voir à qui on a affaire, et qui, à partir de ça, ont des projets politiques, économiques et sociaux que nous on voit. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a le coronavirus. Première remarque, c'est que ça produit une classe de super milliardaires en moins d'un an. Mais c'est un virus à... Là. Dis-moi, ça c'est un virus. Comment on peut être, nous tous cantonnés, c'est quoi? Confinés. On dit qu'on a le coronavirus. Et ce qu'on voit, c'est que ça produit en un temps record une classe de super milliardaires. Mais tout ça, c'est organisé, mais c'est évident. C'est organisé. Nous sommes dans le business plan. Mais c'est organisé, mon cher gosse. C'est organisé. Donc, vous voyez que des gens deviennent de plus en plus pauvres. Ils basculent dans l'infra-pauvreté, à la limite. Et on vous dit, bon, ok, si vous voulez sortir de là, vaccinez-vous. Vaccinez-vous. Donc, moi, je pense que le vrai débat, il est à ce niveau aujourd'hui, au niveau du monde. Le monde, c'est un espace vital. Il y a des autochtones. Il y a des allogènes, au sens noble du mot. Des gens dont nous ne sommes pas sûrs qu'ils sont des êtres humains. Nous ont la forme humaine. On a l'impression qu'ils se sont introduits sur la Terre, et à partir de là, ils ont pris la forme humaine, mais ils détestent fondamentalement l'être humain, et ils ont pour projet de l'exterminer. Monsieur, plus que 15 minutes pour sortir de cette autre édition. Paul est là. Quand on sait toutes ces choses, qu'est-ce qu'on fait maintenant? N'est-ce pas le bon moment de dire justement à tous les Noirs du monde entier de se mettre ensemble de peur d'être exterminés? Alors, quand on sait toutes ces choses, déjà il faut les savoir. Encore faut-il les savoir. C'est pour ça que nous sommes là. Parce que vous avez des gens qui sont dans leur bulle. Vous avez des Africains qui ne comprennent pas, qui pensent que tout va bien. Parce que le noir serait à sa place, c'est-à-dire à sa place de soumis. Vous avez des Africains qui considèrent que, mais je ne comprends pas, le blanc est supérieur, vous voulez changer ça? Et ils sont toujours soumis jusqu'à preuve de contraire. On entend des choses extraordinaires. Je peux rajouter de l'eau dans votre vin. Nous avons sur le continent africain des individus qui ont encore le mythe du blanc. C'est des temps que le blanc n'a pas dit, c'est pas possible que ce soit vrai. Mais absolument. Vous êtes sûr qu'ils ne sont pas des blancs? Mais il y a des faits. Noir. Mais il y a des faits. C'est ça aussi, deux catégories. C'est ça aussi l'effacement du cerveau. Hein, alors, il y a ceux qui sont juste des transfuges et des métastases. En réalité, ils ont la peau noire, mais en réalité, c'est des bunchis comme Frantz Fanon disait. Mais ceux-là, on ne s'en occupe pas. Ils sont perdus. On ne veut même pas les récupérer. C'est une perte de temps. Mais il y a ceux qui sont malheureusement victimes de tous ces mensonges et qui en réalité sont notre cible qu'on tend à conscientiser. Parce qu'il y a ceux qui ne savent pas ce qui se passe, qui sont conformes à ce que les livres scolaires, les livres d'histoire, les médias propagandistes mensongers occidentaux leur disent, et ils n'attendent que
un autre son de cloche Tout à fait. pour penser autrement et pour sortir de la lobotomisation du cerveau qu'ils ont subi depuis trop longtemps aujourd'hui. C'est cela qui constitue notre cible principale et c'est pour cela qu'on se lève chaque matin à 5 heures pour venir parler ici. Très bien. Donc sinon, ce qu'on ferait ne servirait à rien. Donc il y a espoir pour cette catégorie d'Africains qui malheureusement sont encore dans les nuages et qui croient naïvement encore à la divinité occidentale et à la réalité fictive d'un Occident qui veut aider l'Afrique. Et en réalité, ceux-là, on les plaint, mais on est à leur chevet, on vient à leur secours pour les ressusciter en fait de cette ignorance, de cette léthargie et de cette illusion ténébreuse qui fait qu'ils continuent de penser qu'ils sont effectivement inférieurs et que c'est leur condition. Vous avez beaucoup d'Africains, de Noirs, qui considèrent que Dieu a voulu les choses comme elles paraissent être, parce que ce n'est pas comme elles sont, Oui. mais comme on nous fait croire qu'elles sont, et qui pensent que le Noir est à sa place, et que le Noir est soumis et doit être soumis et doit tout au Blanc. Ils vous disent, le Blanc a tout créé, le Blanc nous a sauvés, Le Blanc est trop fort. le Blanc est trop fort, le Blanc nous a civilisés, alors que tout cela, c'est exactement du mensonge. Vous avez, par le canal de la religion, tellement de mensonges. Comment est-ce qu'on présente quand on était gamin? Je dis quand on était gamin parce que Dieu merci, je suis délivré de ces chaînes mentales et spirituelles. Comment est-ce que le Jésus est dessiné? Il est blanc. Comment est-ce que les démons sont dessinés? Noir. Le diable, noir. Noir. Mais vous avez, peut-être que s'il nous regarde, il va se reconnaître. J'ai vu sur la présentation la photo de profil d'un Camerounais, enfin d'un Camerounais, je ne sais même plus de quelle nationalité il est, en tout cas quelqu'un qui nous suit, et qui est très intéressé par ce qu'on fait, par nos débats, par le panafricanisme. Mais je regarde sa photo de profil, et sur sa photo de profil, c'est cette image mensongère qui écume les églises, y compris en Afrique, où un ange blanc écrase la tête d'un démon noir ou de Satan noir. Et c'est sa photo de profil, et il nous dit vraiment, je suis avec vous, je suis panafricaniste. Je lui ai dit, commence par changer La cette photo de profil. Une seconde juste. Ces gens savent Terminons pas que- rapidement, messieurs, Non, hein, plus que quelques secondes pour en juste sortir. juste qu'il dit, il me rappelle quelque chose. Les gens ne savent pas, il y a ce document-là, peut-être je vais vous l'apporter ici. Les gens ne savent pas qu'il y a encore les vestiges dans plein de pays européens, des images de Jésus noir et de Marie Bien noire, sûr, bien la sûr. Vierge noire. Bien sûr, Et c'est pas le fait du hasard. absolument. Jusqu'aujourd'hui. Absolument. Jusqu'aujourd'hui, plein. Parce que, c'est la vérité. pour ne historique. pas développer, mais de mettre la puce à l'oreille, que les Africains sachent que je préfère dire ça comme ça pour ne pas développer le débat et passer à autre chose, que les Africains sachent que les Noirs sachent que il y a 99,99% de chances, je sais exprès que je le dis comme ça, que Jésus soit noir et était noir, et 0,0001% de chances qu'il soit blanc. Je vous rappelle, comme je disais... Vous pouvez faire blanc. Non, je fais ça exprès. Terminons, messieurs. Président Balakani, c'est exprès, c'est une formule. C'est parce que je veux laisser les gens réfléchir et je ne veux pas faire de Tout ça à le fait. débat d'aujourd'hui. Tout à fait. Et je vous rappelle que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et c'est tout. Tout ce qui a été dit dans vos livres d'histoire, dans vos religions, dans les médias qu'on suit, les médias mensongers et propagandistes occidentaux, ont pour seul père le mensonge. Et on sait qui est le père du mensonge. Et on sait donc, pour ceux qui tiennent les ficelles de ces systèmes iniques, les fils de qui ils sont. Allez comprendre. Donc, que les Noirs comprennent que il n'y a parce que je réponds rapidement en 1 minute, parce que la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Première chose, il faut déjà savoir, connaître. Parce que il est dit, Donc, mon bosser. peuple périt faute de Bosser, connaissance. bosser, travailler. Il faut connaître d'abord, ça veut dire chercher. Et même Cheikh Anta Diop a dit, armez-vous de connaissances. Et à connaissance égale, on ne peut rien contre le peuple noir. Deuxième chose, il faut faire des disciples. Et c'est pour ça que j'interpelle ceux qui nous écoutent. Quand vous finissez de nous écouter, votre vie reprend son cours normal, ou alors vous restez dans la dynamique panafricaine qui ne consiste pas seulement à dire c'est très bien ce que vous dites, j'aime ce que vous dites parce que ça ne nous fait pas avancer. Mais est-ce que vous faites des convertis autour de vous? Est-ce que vous faites des disciples? Des gens qui commencent à comprendre grâce à votre pédagogie, Relais. à votre relais, que l'Afrique est
la fille aînée de l'humanité, mais pas seulement, mais que aussi nous sommes l'original et non la copie, et que l'original n'a rien à imiter de la copie, mais surtout que vous compreniez vous-même et que vous fassiez comprendre que le combat panafricain, c'est celui de dénoncer en permanence tous les affres que l'Afrique continue de subir et de prendre conscience que l'Afrique n'a pas besoin de l'aide occidentale et que l'Afrique peut se lever d'elle-même. Et enfin, une fois que vous avez fait ce schéma-là et que vous êtes déjà dans la dynamique panafricaine, sans seulement nous regarder apprécier ce que nous faisons, il est question de passer à l'action. Et l'action, c'est quoi? C'est d'un point de vue culturel, c'est d'un point de vue spirituel, c'est d'un point de vue économique. Consommons local, donnons l'éducation, apprenons à nos enfants à célébrer leurs héros, à célébrer les Africains, plutôt que de leur enseigner que De Gaulle, Churchill, Eisenhower et tous les autres occidentaux, Schulze et parfois même Victor Hugo, qui étaient des puissants racistes, arrêtez de prendre l'image de ce que les livres scolaires occidentaux nous imposent, enseignons notre culture, enseignons nos héros et prenons fait et cause pour nos peuples à travers la culture et l'histoire. Réapproprions-nous notre histoire. Et enfin, soyons unis. Oublions que l'ennemi, c'est notre frère, parce que c'est précisément faux et c'est de la manipulation. Soyons unis, que ce soit les Noirs d'Amérique, que ce soit les Noirs antillais, que ce soit les Noirs africains de la diaspora, que ce soit les Noirs africains de chaque pays, les ethnies, les tribus, c'est une manipulation et c'est un vestige colonial dont il faut se débarrasser. On ne peut pas s'opposer à un troupeau de bisons fous en étant divisés. Donc soyons unis et si on respecte cet ordre de comportement, l'Afrique a de beaux jours devant elle. Et pendant ce temps, vous avez également oublié cette image où on nous faisait croire que Jérusalem était dans les cieux. Que Israël était dans les cieux, voilà. Jérusalem également dans les cieux. Jusque-là, on était tout petit. Nous, on savait que c'était au ciel. Voilà. Finalement, c'est quand j'ai grandi que j'ai découvert que finalement, c'est un truc qui n'existe même pas depuis 50 ans. Dis que c'est le peuple élu. Oui, c'est le peuple élu. Albert Anatola, ici, vous avez le mot de fin ce matin. Ben, écoutez, bon, jusqu'ici, tout s'est bien passé avec Facebook, mais je crois que cette fois-ci, ils vont censurer, hein, parce que... Ne vous inquiétez pas, rien ne s'est bien passé avec Facebook tout au long de la... Ah, d'accord. Faut pas dire ça. Je veux dire 2 ou 3 choses. Mais il faut que le CNC c'est ça, non? Ah, je veux dire 2 ou 3 choses. La première chose, il n'y a aucune race supérieure aux autres, à une autre. Ça, l'histoire du peuple élu, peuple choisi, c'est la désinformation, c'est la manipulation. Tu vas aller en enfer. Il n'y a pas de peuple choisi. Tu vas aller en enfer. Il n'y a pas un peuple qui a le droit et le devoir, qui a le droit de tuer un autre peuple, par exemple le peuple palestinien, et qui ne peut pas faire l'objet de... Mais là, tu appelles la censure. Non, je veux dire, il n'y a pas un peuple qui a le droit de tuer un autre. Tu es maudit. C'est-à-dire le peuple palestinien, bombardé, et qui est soutenu par l'ONU, les États-Unis, sans aucune conséquence. Et un autre peuple qui doit se faire tuer, c'est-à-dire le peuple palestinien, les Noirs, c'est-à-dire le peuple noir d'une manière générale. Vous n'êtes pas élu. Deuxième chose qu'il faut indiquer, c'est quoi? C'est que, écoutez, tout à l'heure je vous ai dit que moi je ne suis pas un évangéliste. Après plusieurs siècles de traite négrière, où nous avons été avilis, inhumanisés, après plusieurs siècles de colonisation, de néocolonisation et de racisme, plus encore la calamité qu'on nous déverse, qu'on devait parmi notre peuple, vous ne pouvez pas me demander d'être pédagogique. Il faut agir et réagir. C'est-à-dire, coup pour coup, désormais. C'est-à-dire, moi je le dis, je pense ça sur moi. Titre de film, je pense ça sur moi, Sylvie Longos. Moi j'ai affaire à un locodème quand je sors de là, d'ici là, puisqu'il sait que s'il va dans une brigade de gendarmerie, il va dans un poste de police, il va ressortir tranquillement, n'est-ce pas, exercer ses activités dans la tranquillité, eh bien, je vais agir. Il n'y a pas de commissariat. Tu voulais bien savoir le commissariat. Non, je sais plus qu'il là-bas, il a les amis. Lui-même, il est même plus camerounais que moi, plus africain que moi, mais écoutez, tu voulais bien savoir le commissariat. Je règle ça tranquillement. Avant le commissariat. Écoutez, je connais beaucoup d'Africains qui travaillent dans les sociétés dirigées par le CODEM, qui sont retrouvés estropiés. Non, bien sûr. Estropiés, n'est-ce pas, licenciés sans que le droit soit reversé. Et personne ne fait rien, personne ne dit rien. Troisième chose, l'avant-dernière chose d'ailleurs, la solution, ce n'est pas d'aller chez les autres. Tout à l'heure, je crois que c'est le président Vanaken qui l'a dit,
ou Claude est là, Paul est autant pour moi, nous avons tout chez nous. Nous sommes les premiers et pour moi, je suis révolté de voir ces images que la rédaction nous a présentées tantôt. C'est-à-dire, vous avez des assimilés, c'est comme ça qu'il faut me le dire, il faut les appeler, qui se prennent pour des locodèmes, mais qui maltraitent leurs propres frères. Et aussi, et à la base de tout le monde, au vu et à la base de tout le monde, vous avez des enclos, je veux dire les eaux humains au Maghreb, ça il ne faut pas qu'on se le cache. Il y a des eaux humains au Maghreb, il y en a au Mali, je veux dire en Libye. Il y a un certain, je crois que c'est Ouadriga, comme ça, c'est à côté de Misrata, la ville du défunt du côté Kadhafi, qui est peuplé, qui a peuplé d'environ entre 10 et 13% de Noirs. Qui sont martyrisés. En une seconde. Qui sont martyrisés. Maintenant, je voudrais terminer par les faits. Par le fait, n'est-ce pas, de ce que j'appellerais le racisme à la fois systémique qui a été convoqué et le racisme institutionnel. Je voudrais quand même vous rappeler qu'en son temps, que ce Habib Bourguiba, que ce soit Gamal Abdel Nasser, ils ont été les précurseurs de cette affaire-là dans leur pays. Et ça, c'est inacceptable. Merci monsieur d'avoir été là ce matin. Je vais te demander également avec la complicité de la réalisation de nous remettre cette image où la France est le numéro 1 de la censure sur Internet. Vous allez le voir d'ailleurs. Hein. Et on en parle également avant de se séparer. En effet, la France à elle seule bloque plus de pages sur les réseaux sociaux et Internet que le monde entier réuni. À ce jour, le gouvernement français bloque sur Facebook 37 990 pages parce qu'il les considère comme nationalistes et dangereuses. Vive la démocratie. Comme nous sommes nationalistes, et apparemment nous sommes également très dangereux parce que nous sommes nationalistes. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin. Mais écoutez, le nationalisme c'est la solution pour l'Afrique. Le panafricanisme c'est la solution pour l'Afrique. Paul est là, merci d'avoir été là ce matin. I'm proud to be black. J'ai de la chance d'être black. Ce n'est pas de ma faute. Dieu m'a beaucoup aimé. Président Badakali, merci à vous également d'avoir été là ce matin. Les Français n'ont pas encore renversé le dictateur tyran qui est à la tête de leur pays. Nous sommes du côté du peuple français qui marche tous les jours pour réclamer les libertés fondamentales qui ont été supprimées par un jupitérien. Et nous continuons à demander aux Français qui sont dans leur droit de renverser le tyran. Parce que c'est l'histoire de la France. Ils ont coupé la tête des rois. C'est l'histoire de la Révolution française. Ce sont les valeurs de la France. Quand il y a un tyran à la tête du pays, le peuple a le droit d'envahir le palais et de le chasser du palais. Merci beaucoup, président Badakali, d'avoir été là ce matin. Même si on termine sur une autre note quand même assez dure. Nous avons également dit bonjour à Janine Gono-Wona qui est rentrée dans son pays depuis dimanche dernier. On lui souhaiter la bienvenue. C'est la sœur de l'autre. Vous la connaissez, je pense. Une membre très active d'Africa. Voilà. Et bien. Je profite pour lui dire bienvenue. Je salue, je vous arrache la parole pour saluer également Bartel, Corinne, Mathilde, Annette, Kwame et bien d'autres qui savent pourquoi je les salue. Et voilà. Bien d'autres qui savent pourquoi vous les saluez. Janine Gono-Wona, bien sûr, on va lui dire bonjour. Bienvenue chez toi, elle est là depuis dimanche à minuit. Et on espère justement qu'elle va y rester. On va également dire bonjour à l'Inde de Jean, qui est du côté de PK17, qui vous dit également bonjour, hein, Paul est là. Ah bon? Oui, qui vous dit bonjour. Il a aimé votre façon justement d'expliquer les choses. Merci messieurs d'avoir été là ce matin. Le phénomène qui au cours des dernières années a permis un tel accroissement du racisme a été sa banalisation. Partant justement de l'idée fausse selon laquelle celui-ci ne constitue plus un problème, alors, de nombreuses communautés ont donné moins d'importance à son observation. Ici, Georges Alain, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.